Et j'ai un panneau c'est un panneau de démo hein, d'un chauffage sol sans inertie. Donc vous voyez, c'est un panneau de MDF rainuré pour pouvoir y placer un petit insert, hop là, pour placer un insert métallique. Et sur cet insert métallique revient un treillis et le carrelage est directement posé sur le treillis. Alors ça, pour moi, c'est un type de chauffage sol qui est particulièrement intéressant grâce à sa faible inertie et particulièrement intéressant. Ça dépend aussi dans quel bâtiment. Et ça, c'est vrai que c'est une nuance importante, Étienne, à apporter. Quand on a des bâtiments qui sont chauffés en permanence, type hôpitaux, type home, type maisons qui sont occupées en permanence, ben le chauffage sol, s'il est à basse température et qu'un bâtiment bien isolé, ça n'a pas de problème. Par contre, un chauffage sol comme ceci est particulièrement intéressant quand on veut réaliser une certaine intermittence dans des bâtiments peu isolés. On a eu un exemple d'une église ici tout près du bureau qui a été rénovée et on a mis ce chauffage sol dans l'église. C'est génial. Donc en un quart d'heure, le sol est chaud, les fidèles sont là pendant une heure et puis ça se refroidit tout de suite. Donc on assure grâce à ça un confort au niveau du sol et dans des locaux comme des églises, c'est vraiment génial. Dans des locaux avec forte intermittence, c'est un chauffage sol assez génial. En résidentiel, dans des bâtiments type passif, ça pourrait avoir son sens aussi, parce que là l'inertie est clairement un petit frein. Mais c'est vrai que dans des bâtiments résidentiels peu isolés, où l'inertie n'est pas trop un problème, ben, c'est pas la peine d'aller vers ce type de chauffage sol-ci. Un chauffage sol classique convient aussi également. Donc voilà, je suis pas pour le chauffage sol de façon générale quand on a des bâtiments très performants d'un point de vue énergétique, mais c'est clair que le chauffage sol a quand même des intérêts, en particulier pouvoir fonctionner à basse température et associé à par exemple une pompe à chaleur, c'est intéressant. Dans des bâtiments où on n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'on voudrait au niveau performance thermique, isolation, etc. D'accord. Ça va, vous voyez? Oui, pour ajouter un autre petit point, je veux dire, c'est pas très malin non plus de proposer un chauffage sol à une personne qui est collectionneur de tapis d'Orient, par exemple. Oui. Je veux dire, voilà, il faut savoir aussi comment on vit et comment on utilise son bâtiment, voilà. Oui. Oui, tout à fait. Donc, et pour les parquets, c'est un petit peu embêtant aussi, en fait. Donc, quand on veut un parquet massif, ben, le parquet est relativement isolant. Donc, effectivement, c'est un petit frein qu'on peut avoir. Voilà. Donc, rentrons un peu plus dans le vif du sujet de la régulation. Alors, qu'est-ce que c'est la régulation d'une installation de chauffage? Alors, on a déjà pas mal parlé de régulation, mais il faut aller encore un step plus loin. Donc, une régulation de chauffage, c'est tout ce qui permet de commander l'installation pour avoir la température de confort, quand c'est nécessaire et où on en a besoin. Donc ça veut dire qu'on va essayer vraiment d'éviter tout gaspillage d'énergie et essayer de vraiment juste avoir la bonne température au bon endroit au bon moment. C'est vraiment ça le principe de la régulation. Et une régulation efficace est importante parce qu'à partir du moment où on chauffe de 1 degré en trop par rapport à la température de confort normale, eh bien on a de l'ordre de 7 à 8% de consommation supplémentaire au niveau de l'installation de chauffage, donc aux alentours des 20 degrés. Donc ça veut dire que si on chauffe à 22 alors qu'à 21, on a le confort satisfaisant, eh bien, en redescendant à 21, on peut gagner 7 à 8%. Et souvent, redescendre à 21, c'est chipoter un petit peu sur les boutons. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut chipoter efficacement au niveau des boutons pour optimiser une régulation. Ouais, ça, c'est un petit peu ce que je viens de dire, dit un peu autrement. Alors, j'avais un petit exercice ou clap à vous proposer. Hop. Voilà. Alors, en fait, donc ça résume certaines choses dont on a déjà parlé, hein, donc je pense que c'est intéressant. Donc, comment en pratique ajuste-t-on la puissance d'un radiateur? Alors, il y a des choses, je propose quatre éléments. Il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres qui le sont moins. Et donc, je vous invite à me donner vos indices, je dirais, de pertinence, ou ce que vous sentez être les éléments les plus pertinents sur ces différents points. Donc, si vous mettez 5, si vous êtes tout à fait d'accord avec ma proposition, donc ça veut dire que si vous êtes d'accord,
d'accord sur le fait que ma proposition permet bien d'ajuster la puissance du radiateur. Alors, je vois qu'il y en a 3 qui sont perdus. Ici en haut, est-ce que c'est plutôt un problème de compréhension de l'exercice ou c'est un problème de connexion logistique ou autre? N'hésitez pas à profiter de ces quelques secondes ici pour m'interpeller. Ok. On commente un petit peu ça. Donc, je vais peut-être afficher les résultats sous une forme de tarte, plutôt de toile d'araignée. Donc, on voit qu'il n'y a pas une solution qui sort vraiment très très fort du lot. Peut-être excepté en réglant correctement les vannes des radiateurs. Ok. En gérant le débit d'eau envoyé dans le radiateur, donc en adaptant la vitesse du circulateur, en pilotant correctement le circuit d'ambiance, en faisant varier la température d'eau de chauffage. Ok, je suis un petit peu surpris par vos résultats. Donc, au niveau des vannes, je vous propose d'en discuter dans quelques minutes. Donc, je ne ferai peut-être pas le commentaire tout de suite maintenant. En gérant le débit d'eau envoyé dans le radiateur, mais c'est vrai que si on a un débit d'eau très faible, mais le débit d'eau dans le radiateur, il sera faible évidemment, et donc ça veut dire que l'eau va se refroidir assez vite dans le radiateur et on aura la température moyenne du radiateur. Donc ça veut dire que si j'ai un débit d'eau faible, mon eau rentre à une certaine température dans le radiateur et ressort, tirera à une température très basse. Parce que on aura pris beaucoup de temps, la chaleur, vu le débit d'eau faible, la chaleur aura eu bien le temps de s'émettre dans la pièce. Donc ça veut dire que la température moyenne au niveau de mon radiateur sera plus faible, donc la puissance de mon radiateur sera plus faible que si j'ai un débit d'eau important. Donc on pourrait imaginer faire varier la puissance du radiateur en fonction du débit d'eau. Mais typiquement, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc le radiateur, il est dimensionné pour fonctionner avec une différente température. Mon débit d'eau, il est le plus constant possible et on évite de le faire varier parce que ça pose pas mal de soucis au niveau réglage hydraulique quand on commence à chipoter avec des débits variables. Donc a priori, en pratique, ceci n'est jamais utilisé comme étant un système pour permettre d'adapter la puissance du radiateur. Alors, je lis ici, en pilotant correctement le thermostat d'ambiance. Mais le thermostat d'ambiance, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Alors, mon thermostat d'ambiance ici, alors j'ai un bête, je reprends, mais c'est vraiment un bête thermostat d'ambiance d'installation unifamiliale. Mon thermostat d'ambiance, il mesure une température dans l'ambiance, et en fonction de cette température-là et de la température de consigne, donc la température de consigne, c'est la température que l'on souhaite avoir et que l'on a programmé soi-même ou qu'on a demandé soi-même. Donc, en fonction de la température ambiante et la température de consigne, on envoie un signal à la chaudière ou parfois uniquement au circulateur pour enclencher le chauffage, donc pour faire circuler de l'eau, pour faire démarrer la chaudière ou pas. Donc ça veut dire que soit on envoie de l'eau chaude dans le radiateur ou pas, en fait. C'est un peu ça que ça se résume un peu à ça. Ben oui, c'est une façon d'ajuster la puissance du radiateur indirect, puisqu'on fait un peu un mode on-off au niveau du radiateur, en envoyant l'eau chaude ou pas. Mais quelque part, c'est pas un outil, c'est pas vraiment ça qui va nous permettre de réguler la puissance du radiateur. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure,
et c'est vrai que j'aurais espéré que vous répondiez davantage à ça, mais ma puissance de radiateur, c'est vraiment en faisant varier la température de l'eau qu'on parvient à adapter cette puissance. Un peu comme au niveau de mes tuyaux. Donc l'émission de mes tuyaux, elle dépend de la différence de température entre l'eau qu'il y a dans le tuyau et l'extérieur. Ben, mon radiateur, ben, sa puissance va dépendre de la température d'eau qui est dans le radiateur par rapport à la température d'eau qui est dans la pièce. Si on a de l'eau chaude dans le radiateur, il va développer une puissance importante. Si on a une température d'eau assez faible dans le radiateur, sa puissance sera assez limitée. Et donc ça, c'est vraiment l'organe, enfin c'est pas un organe, mais c'est vraiment l'élément qui va faire en sorte de pouvoir ajuster la puissance de mon radiateur. Donc, quand il fait très froid dehors, l'eau doit être chaude, mon radiateur doit donner beaucoup de puissance. Quand il fait doux dehors, mon radiateur ne doit pas émettre beaucoup de chaleur, donc on peut lui envoyer une eau à température plus basse. Donc ici, la réponse que j'attendais, en tout cas, c'était principalement faire varier la température d'eau de chauffage, et les autres étaient plus anecdotiques, je dirais, donc moins directement liés à la puissance du radiateur, même s'il y a un impact, évidemment. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Ça va? Les réponses que vous me donnez me laissent l'impression de croire que ce n'est pas si clair, en fait. Donc voilà. Je vais donner juste, je pense que la question était de un radiateur, et c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le fait de la vanne, parce que la vanne joue sur un radiateur, alors que la température d'eau de chauffage, par exemple, ça gère tous les radiateurs. Je pense que la nuance était dans la formulation de la question et dans l'interprétation qui en a été faite. Ok, super. Ben, je reverrai la question. Merci en tout cas. Mais effectivement, je peux comprendre votre interprétation. Je reverrai ça. Comme quoi, c'est pas si facile de poser des belles questions. De poser des questions. Voilà. Donc, par rapport à la régulation, mais ça, je pense qu'on est déjà passé dessus. Donc, peut-être pour repartir de façon assez basique, une installation de chauffage type unifamilial, une ancienne installation de chauffage type unifamilial, eh bien, j'ai une chaudière, j'ai des radiateurs, j'ai une distribution avec un circulateur. Eh bien, dans ces anciennes maisons unifamiliales, généralement, mon thermostat d'ambiance commande uniquement le circulateur. Donc ça veut dire que ma chaudière, elle est à ce qu'on appelle en température constante. Donc, on a un aquastat sur ma chaudière qui maintient la température d'eau en permanence. Donc s'il est réglé, donc c'est vraiment le gros bouton qui est sur toutes les chaudières, s'il est réglé sur 70 degrés, eh bien cet aquastat fait en sorte de maintenir la chaudière à 70 degrés. Donc ça veut dire que si la température de la chaudière descend en dessous de 70 degrés, la chaudière va s'allumer, le brûleur va s'allumer et l'eau va chauffer. Dès qu'on sera un petit peu au-dessus de 70 degrés, ben mon aquastat va déclencher et donc le brûleur va s'éteindre. Donc ça veut dire qu'en permanence, on aura une eau à 70 degrés. Mais le fonctionnement de ça, c'est que quand j'ai une demande au niveau de mon thermostat d'ambiance, alors quand est-ce que j'ai une demande au niveau de mon thermostat d'ambiance? C'est quand ma température de consigne, donc la température est supérieure à la température réelle, mesurée. Donc je demande 21 et j'ai mesure 19. Et mon thermostat d'ambiance va dire « Ah, j'ai besoin de chauffage ». Donc je vais enclencher ici, dans l'exemple, mon circulateur. Mon eau va commencer, mon eau chaude va venir de la chaudière, va alimenter mes radiateurs, va revenir plus froid dans ma chaudière, donc refroidir ma chaudière en revenant plus froide. Donc à un moment donné, mon aquastat de ma chaudière va s'enclencher, ma chaudière va s'allumer pour garder ma température d'eau à 70 degrés dans ma chaudière. Donc ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement typique de chez Typique des installations. Je dirais, jusque dans les années 80, on a beaucoup d'installations unifamiliales qui fonctionnent comme ça, pour donner un ordre de grandeur de date. Et il y a encore fréquemment des chauffagistes qui aiment bien fonctionner comme ça, avec en particulier des chaudières à mazout, parce que ça permet d'avoir une température constante au niveau de la chaudière. Donc la chaudière est peu sollicitée en différence de température, donc il n'y a pas tellement de choc, pas de risque de choc thermique dans ma chaudière. Et il y a peu de risque d'avoir de la condensation dans la chaudière. Donc certains chauffagistes, encore maintenant, aiment bien fonctionner comme ça. Mais d'un point de vue énergétique, c'est un peu catastrophique, parce que ça veut dire que cette chaudière, elle est en permanence à 70 degrés. Donc ça veut dire qu'au niveau de déperdition vers l'ambiance,
au niveau fonctionnement et cycle de fonctionnement de la chaudière, eh bien, c'est dans un temps énergétique vraiment pas du tout optimum. Oui, Pierre. Ouais. Petite question, donc, est-ce que le thermostat a vraiment un sens économique ou c'est vraiment un confort pour l'utilisateur? Alors, le thermostat ici, comme il commande le circulateur, il me dit quand même que s'il fait bon dans la pièce, le circulateur peut être coupé. Donc ça veut dire que si le circulateur est coupé, je n'ai aucune perte dans mes circuits de chauffage et je n'alimente pas inutilement des radiateurs où les vannes seraient éventuellement ouvertes dans le bâtiment. Oui, imaginons donc l'utilisation simplement des vannes thermostatiques se trouvant sur les radiateurs, ça... Alors, ce mode de fonctionnement aussi que je décris dans mon schéma-là est plus économique que si je n'avais pas ce thermostat d'ambiance, que si je n'avais que des vannes thermostatiques. Parce qu'ici, je coupe quand même mon circulateur quand je n'ai pas besoin de chaleur. Dans l'autre cas, mon circulateur fonctionnerait tout le temps et je ne règle qu'avec les vannes. Donc ça veut dire que j'ai quand même des moments où j'ai une circulation d'eau. Oui, Charles, tu voulais... Enfin, peut-être Pierre, est-ce que j'ai répondu à la question? Micro, Charles, oui. Oui, mais disons que... Enfin, oui, donc ça c'est plus intéressant. Donc, oui, ben... Donc, dans ce cas-ci, ici, ça veut dire que si je n'avais pas ce thermostat d'ambiance, j'aurais de l'eau en 70 degrés qui circulerait en permanence dans mes tuyaux, en fait. Oui, mais si, imaginons, par exemple, on décide donc de ne pas chauffer toute une... Enfin, si les thermostats, donc, si toutes les vannes thermostatiques sont éteintes, donc ça ne change, ça revient à la même chose. Alors, pas si forcément. les vannes sont éteintes, ça dépendra un petit peu du schéma hydraulique, et donc de comment sont agencés les tuyaux par rapport au radiateur. Mais au mieux, il y aura une circulation d'eau qui se fera dans la chaufferie. Ok, donc le thermostat, oui, donc ça veut dire que sans thermostat, donc la chaudière reste constamment donc en mode éventuellement en mode veille ou mais en mode Oui. mais Mon circulateur va fonctionner, et donc ça veut dire que si les vannes sont fermées au niveau des radiateurs, ben mon circulateur, il peut pas pousser contre un mur, hein. Donc cette eau-là doit être déviée et doit revenir à la chaudière. Donc c'est-à-dire que je peux déjà dire maintenant, mais je le dirai, je pensais le dire plus tard. Dans ces cas-là, j'ai une vanne, ce qu'on appelle une vanne de bypass, une vanne de bypass, qui fait en sorte que quand la pression est trop forte ici, après le circulateur, par rapport à la pression avant le circulateur, bien mon eau est bypassée, donc mes radiateurs sont bypassés et mon eau retourne directement à la chaudière. Donc ça veut dire que j'ai quand même une petite circulation d'eau. Il maintient malgré tout toujours en circuit fermé alors la température de l'eau. Oui, tout à fait. Okay. Oui, Charles. Donc, juste, c'est un peu dans la même, ça retouche un peu ce que tu viens de dire. Si si mon circulateur ne fonctionne pas, il bloque le passage de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas juste avec la circulation normale d'eau chaude qui part et qui se dilate et qui pousse le reste de l'eau et qui se déplace. Lui, il bloque, c'est vraiment comme une vanne d'arrêt, ce circulateur. Alors, je ne dirais peut-être pas que c'est une vanne d'arrêt, parce qu'il y a toujours un petit risque d'avoir de passage d'eau malgré tout. Mais en tout cas, il n'y a pas de circulation d'eau forcée. C'est pas forcé. Ça, ok. Donc, il peut y avoir une circulation d'eau naturelle puisque généralement, les chaudières ont elles-mêmes souvent aussi un petit circulateur interne et on met un circulateur en plus en fonction du volume d'eau et de la dimension du bâtiment. Pas toujours, oui. Ici, dans l'unité familiale, souvent, on n'a quand même qu'un seul circulateur de chauffage. Ok. Et du coup, ma deuxième question, c'est si on ferme, donc il y a peu d'eau qui passe, est-ce que la chaudière ne monte pas en température? Alors, donc, la chaudière est maintenue en température avec son aquastat. Donc, ça veut dire qu'elle monte jusqu'à la température de consigne de l'aquastat. Donc, s'il est réglé à 70, elle montera à 70 degrés. Peut-être 72, hein, mais en tout cas, elle ne montera pas plus haut. Donc elle risque de s'allumer et de s'éteindre, en fait. Elle s'allumera et elle s'éteindra très fréquemment parce que, surtout, ce sont en général des vieilles chaudières qui fonctionnent comme ça. Et donc, ce sont des chaudières qui ne sont pas très isolées. Donc, effectivement, il y a des pertes au niveau de la chaudière. Ok. Et pour aller encore plus loin dans la réflexion, si les occupants ne prennent pas soin d'éteindre la chaudière en été, on pourrait se retrouver dans un mode de fonctionnement en été où on maintient la température en chaudière en permanence aussi. Ouais, ok.
Ok. Donc ça, c'est plutôt les vieilles installations. Je vous avoue qu'on n'en voit plus beaucoup, mais on en voit quand même, surtout avec des installations de mazout ou des vieilles chaudières gaz atmosphériques. Ça se retrouve encore de temps en temps quand même. Alors, un peu plus évolué, donc je dirais plutôt dans les années 90, on a plutôt fait ce système-ci, où le thermostat d'ambiance pilote le circulateur, mais aussi le brûleur. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas besoin de chaleur, donc quand le thermostat d'ambiance, quand la température demandée est égale à la température mesurée, quand il n'y a pas de demande de chaleur, eh bien quelque part, mon circulateur ne tourne pas et mon brûleur ne tourne pas non plus. Donc ça veut dire que pendant ces périodes-là, où le thermostat n'est pas en demande, eh bien ma température d'eau dans ma chaudière, elle peut rediminuer. Donc ça, on voit que c'est déjà beaucoup plus économe, parce que c'est vrai qu'en mi-saison, quand il fait bon, si j'ai un rayon de soleil, eh bien mon thermostat d'ambiance peut détecter qu'il fait bon dans les pièces et peut couper toute mon installation de chauffage. Donc ça veut dire que là, je n'ai pas du tout d'énergie qui est dépensée, qui est perdue, pour maintenir de l'eau en température quelque part. Donc ça, c'est un point qui est déjà pas mal plus économe que la situation juste avant. Petite prudence par rapport à ça. Certains chauffagistes n'aiment pas tellement ça, et c'est un peu l'inverse, enfin c'est un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Enfin, le contraire, certains chauffagistes n'aiment pas ça parce que ça veut dire que la chaudière descend en température. Donc ça veut dire que quand la chaudière se redémarre, eh bien j'ai quand même pas mal d'eau froide qui revient dans la chaudière et je peux avoir un peu de condensation au niveau de la chaudière. Donc certaines vieilles chaudières n'aiment pas trop ça. Mais en général, ces chaudières-là, il sera temps de les remplacer parce qu'elles sont vraiment vieilles, certainement. Ce sont des chaudières des années 80. Voilà, donc c'est quand même un mode de fonctionnement qui est quand même plus économe en énergie et donc qui est vraiment à favoriser. Et si on met ça sur une vieille chaudière, on risque de la faire mourir plus vite. Mais je dirais, elle est déjà en fin de vie, donc on va juste un peu accélérer sa mort, on va dire. Et alors, la différence entre les deux, c'est une question de câblage en fait. Donc, le thermostat d'ambiance, ici, on voit bien qu'il ne commande plus pas que le circulateur. On peut juste modifier parfois un petit câble au niveau du raccordement du thermostat d'ambiance et avoir ce mode de fonctionnement aussi qui est beaucoup plus efficace que celui sur le schéma précédent. Le step plus loin, c'est de se dire, oui, mais mes radiateurs, dans l'exemple ici, mes radiateurs, l'eau qui rentre dans mes radiateurs, elle rentre toujours à la température chaudière. Donc, ça veut dire que si mon aquastat de la chaudière est sur 70 degrés, toute l'année, mon eau va arriver à 70 degrés dans mon radiateur. Or, j'essaye de vous faire comprendre que la température de l'eau dans le radiateur, elle ne doit pas être la même en plein hiver quand il fait très froid que quand il fait doux. Donc, quand il fait doux, la température d'eau dans mon radiateur, elle peut être plus basse. Puisque ma passoire, il y a moins de pertes, il y a moins de besoin de puissance. Donc, au niveau de ma passoire, mon robinet peut être un peu fermé. Et en pratique, ça se traduit par une température d'eau plus faible au niveau de mes radiateurs. Donc, c'est-à-dire que ce mode de fonctionnement-ci n'est pas non plus le plus économe. Si on veut être un peu plus économe, il faut mettre ce qu'on appelle un régulateur climatique. Donc, ça veut dire un petit organe de commande qui va commander une température au niveau de ma chaudière pour que la température d'eau qui est distribuée soit variable en fonction des besoins dans le bâtiment. Et les besoins dans le bâtiment, ils sont en fonction de la température extérieure. Quand il fait très froid dehors, j'ai des besoins dans le bâtiment qui sont plus élevés. Donc quand il fait froid dehors, j'ai besoin d'envoyer une température plus élevée. Eh bien, j'ai un petit organe, j'ai une petite régulation climatique qui peut gérer ça. Donc cette régulation climatique, elle a besoin d'une info de température extérieure et elle donne une info, une consigne par rapport à la température de l'eau. Ça va? Donc dans cet exemple-ci, on voit que je n'ai pas de thermostat d'ambiance. J'ai juste un régulateur climatique. Donc ça veut dire que quand il fait doux, je vous donne chaque fois les cas un peu limites, hein, mais ça veut dire que quand il fait froid dehors, donc mettons une belle journée d'hiver froide, ensoleillée, quand il fait froid dehors en hiver,
mon régulateur climatique va se dire, ah ben il fait froid dehors, j'ai besoin d'une température d'eau élevée. Donc il va dire à la chaudière de produire une température d'eau à température élevée. Mais peut-être qu'il y a un grand rayon de soleil et que ma maison est très bien orientée au sud et profite de ses apports solaires, et peut-être qu'il fait bon dans la maison. Et donc dans ces cas-là, on pourrait se retrouver avec des températures dans les pièces de vie largement supérieures à la consigne, largement supérieures au confort que l'on souhaite. Et mon installation de chauffage n'est pas interrompue. J'ai toujours mon circulateur qui fonctionne et qui envoie de l'eau à température élevée dans mes radiateurs. Donc ça veut dire que là, j'ai un mode de fonctionnement qui n'est pas top économe. Je devrais avoir un système qui coupe ma chaudière et mon circulateur dès qu'il fait bon à l'intérieur. Et donc, je devrais rajouter un thermostat d'ambiance. Bon, il n'empêche qu'on voit quand même souvent ce type de fonctionnement, ce type d'installation-ci. Alors, quelque part, ça a un côté facile, puisque je n'ai pas de thermostat d'ambiance à gérer. Ben, c'est quand même une température qui doit être programmée. Et l'inconvénient de ceci, c'est que si mon thermostat d'ambiance est mis dans mon séjour, où j'ai des grandes fenêtres ensoleillées, eh bien, dès qu'il y a du soleil, il peut tout de suite faire bon dans mon séjour. Donc ça veut dire que mon thermostat d'ambiance va me dire « Ah ben il fait bon dans mon séjour », ça veut dire que je n'ai plus besoin de produire d'eau chaude, et je n'ai plus besoin de distribuer d'eau chaude. Donc il va couper toute mon installation de chauffage. Mais si ça tombe, ma salle de bain est au nord, et elle n'a pas du tout de soleil. Et si je coupe mon installation de chauffage, ben on risque d'avoir un peu froid dans la salle de bain. Donc ça, c'est un problème, je dirais, qui est lié au thermostat d'ambiance et un peu à son positionnement. Donc c'est vraiment très difficile. Alors je donnais ici l'exemple avec une fenêtre bien ensoleillée, mais on a le même exemple si on a un petit poêle à bois ou un poêle à pellet dans le séjour. Dès que le poêle à bois, dès que le poêle à pellet fonctionne, ben, mon thermostat d'ambiance qui est dans le même séjour, ben, il va tout de suite détecter qu'il y a une température élevée et donc il va couper toute l'installation de chauffage. Donc ça pose quelques petits soucis. Donc ça veut dire que quand on a un thermostat d'ambiance, ben, le thermostat d'ambiance, il devrait être placé dans une pièce où j'ai, mais qui ne sont pas influencés par d'autres apports de chaleur, type soleil, type poêle à bois ou autre. Donc ça veut dire que l'emplacement de ce thermostat d'ambiance, ben, soit il peut être variable. Si j'ai un poêle à bois, ben oui, quand on fait du feu, il faudrait mettre le thermostat ailleurs pour qu'il fasse quand même bon dans les autres pièces. Soit je dois tricher et je dois dire à mon thermostat d'ambiance, ah ben, j'ai quand même besoin de chaleur dans ma salle de bain, donc je dois mettre mon thermostat d'ambiance pour qu'il fasse quand même chaud dans ma salle de bain, je dois quand même demander de la chaleur dans mon installation de chauffage, donc je dois mettre mon thermostat d'ambiance peut-être sur 25 degrés pour que ma chaudière fonctionne et mon circulateur fonctionne. Et dans la pièce où j'ai mon thermostat d'ambiance, ben, je vais quand même diminuer ma vanne thermostatique ou fermer mon radiateur pour éviter de chauffer cette pièce-là, puisqu'il fait déjà bon dans cette pièce-là. Et ça veut dire que là, je triche un petit peu sur le mode de fonctionnement optimal de mon installation. Mais tout ça pour vous dire que l'emplacement du thermostat d'ambiance est vraiment délicat et vraiment difficile. Déjà dans une maison unifamiliale. Dans des bâtiments de logement collectif, dites-moi où je peux mettre mon thermostat d'ambiance. Chaque personne a son occupation, donc il peut y avoir des apports internes très différents. Il n'y a pas d'endroit optimal. Alors, je vois quelqu'un qui lève. Jimmy, je vois que tu veux réagir. Oui, mais pour les maisons unifamiliales, il y a quand même la possibilité actuellement d'avoir des thermostats mobiles. Moi, je ne les conseille pas quand il y a des enfants en bas âge qui chipotent à tout, mais sinon, thermostat mobile ou alors vanne thermostatique programmable sur chaque radiateur, quoi. Ça, oui. Donc effectivement, en maison unifamiliale, on a des solutions. En bâtiment logement collectif, c'est moins évident en fait. C'est beaucoup moins évident. Et donc, il arrive souvent que dans des bâtiments de logement collectif et dans des bâtiments tertiaires, on n'ait pas de température, on n'a pas de thermostat d'ambiance. Dans certains cas, on peut se retrouver avec des sondes de température qui vont donner une information à la régulation. Mais alors là, on en a plusieurs en général, voire toute une série.
Mais dans beaucoup d'anciennes installations, dans beaucoup de bâtiments existants, on n'a pas de sonde de température ambiante. Donc ça veut dire qu'on fonctionne plutôt sur ce mode-ci, en fait. Alors, ce mode-ci, version tertiaire. Et on verra ce que ça donne sur les schémas un peu plus longs. Ça va par rapport à ça? Oui, Charles, tu... Juste une remarque pour ce mode-ci en version tertiaire. Il y a un truc qui me convient pas trop, mais je pense que on va peut-être en arriver après. Bah, ça veut dire que ça fonctionne tout le temps. Ça veut dire que ça fonctionne aussi le week-end. C'est un système qui n'a pas de régulation temporelle. Il y a une régulation de température, ça je suis d'accord, mais ça veut dire que ça fonctionne le week-end quand il n'y a personne dans le bâtiment. Alors, j'hésite à déjà montrer, mais en tertiaire, on retrouve plutôt ça, en fait. Donc là, je reprends l'autre petite caméra. C'est un vieux machin, hein, mais donc vous voyez le boîtier que je vous montre ici. Ça, c'est un régulateur climatique typique de bâtiments tertiaires ou logements collectifs, peu importe. Donc, il y a quelques années, mais qui a le mérite d'être facilement compréhensible et assez intuitif. Où je retrouve un réglage de température ici, mais vous voyez que j'ai une horloge ici. Et c'est même une horloge hebdomadaire. Donc, ça veut dire que pour chaque jour de la semaine, je peux programmer un horaire. Donc, l'horaire, on peut très bien le programmer en chaufferie, ici, au niveau du régulateur climatique. Parfois, ça se programme aussi au niveau de la chaudière. Donc, l'horaire, on peut le programmer par ailleurs sans avoir spécialement besoin d'un thermostat d'ambiance. Ça va? Ok. Un petit peu plus loin. Alors, voilà, donc ça c'est... Pardon, je m'y perds. Donc ça c'est un petit peu les modes de fonctionnement typiques des bâtiments plutôt maisons unifamiliales. On voit déjà un petit peu l'extrapolation vers le tertiaire, ce que ça peut donner. Mais avant d'aller vraiment vers les installations un peu plus orientées tertiaires, je pense que c'est important de faire un petit focus sur les vannes thermostatiques. Parce qu'on se rend compte, Juliette ne me contredira pas, qu'en faisant les visites de bâtiments, mais dans beaucoup de bâtiments, on voit des vannes sur 5. Une vanne sur 5, ça veut dire quoi? Une vanne sur 5, ça veut dire qu'on veut maintenir, grosso modo, 24 degrés, ça dépend un peu des vannes, hein, mais on veut maintenir de l'ordre de 24 à 26 degrés dans la pièce. C'est rare quand on a besoin d'une telle température, alors peut-être dans la salle de bain, hein, mais à part dans la salle de bain, et encore pas tout le temps dans la salle de bain, c'est quand même assez rare qu'on ait besoin d'avoir 24 degrés. Et le principe, c'est que ma vanne, quand il fait froid, et qu'on met la vanne sur 3, mais la vanne est ouverte pour laisser passer de l'eau pour alimenter le radiateur. Et la vanne reste ouverte jusqu'au moment où il fait 20 degrés. Plus ou moins à 20 degrés, la vanne se ferme et bloque le passage d'eau. Et donc ça veut dire que si on a un rayon de soleil dans cette pièce-là, ou si on a 10 personnes, ou 5 ordinateurs, ou beaucoup d'éclairage dans ces pièces-là, peu importe, ou un poêle à bois, hein, on donnait l'exemple du poêle à bois, si on a un poêle à bois dans une pièce où j'ai une vanne thermostatique, eh bien on pourrait très vite arriver à 20 degrés. Si ma vanne est sur 3, mon radiateur va se fermer, ma vanne va se fermer, et mon radiateur ne sera plus alimenté en eau chaude. Bah oui, j'ai mes 20 degrés qui sont garantis, qui sont assurés. Si j'ai mis ma vanne sur 5, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le radiateur va continuer à chauffer jusqu'au moment où il fait 24-25 degrés. Et donc, on voit qu'on perd là, qu'on chauffe vraiment tout à fait inutilement ce radiateur. Ce radiateur, il n'a besoin de chauffer que pour atteindre les 20 degrés. Il ne doit pas chauffer plus. Donc, ça veut dire que le mettre la vanne sur 3, normalement, doit garantir un confort dans la plupart des locaux, type bureau, séjour. Si on met la vanne sur 5, c'est qu'on veut une température plus élevée. Ça ne devrait pas se retrouver dans des bureaux, dans des couloirs ou d'autres locaux. Oui, Charles, tu veux intervenir? Micro. J'ai une petite remarque. Je pense que les chiffres et les températures ne correspondent pas. En tout cas, nous, on ne dit pas la même chose. Et Bruxelles Environnement aussi. J'ai juste devant moi la petite plaquette de Bruxelles Environnement qui donne à 2, 16 degrés et à 1, 12 degrés, à 4, 24 et à 5, 28. Alors, est-ce que ça dépend des vannes? Oui, alors je fouille dans ma boîte ici, mais effectivement, ça dépend un peu des vannes.
Alors, donc là, le 20 degrés, c'est toujours plus ou moins 3. En tout cas, ça ne Ouais, change pas. ça, le 20 degrés, c'est bon, mais c'est juste que du coup, je savais pas, je pensais que c'était normalisé sur toutes les vannes. Et du coup, ça veut dire que ça dépend des vannes. Donc, ça veut dire que le message est un peu difficile à. Non, effectivement, c'est pas normalisé. Donc, chaque marque de vanne et chaque parfois modèle de vanne a un peu ses caractéristiques. Et en fait, je cherchais ici, mais j'avais un petit carton de protection d'une vanne thermostatique, de celle-ci en l'occurrence. Et sur le carton, et bien d'ailleurs, ici, vous voyez, on a ouais, sur le carton, mais on l'a. Je ne sais pas si vous savez lire. Hop. Il faut que je règle un peu plus. Vous voyez, sur la vanne que j'ai dans la main, on est à 20 degrés au milieu. Ah. Attendez, on va faire autrement, ce sera plus facile. Ah, tiens. On a perdu l'image. Non, on a l'image et ça indique 4 degrés de différence entre 2 points. On serait bien entre 16, entre 18 et entre 20 et 16 et entre 20 et 24 et pas entre 20 et 16. Oui, Disons donc pas vous entre voyez, 20 et 18. c'est une autre vanne, une autre consigne. Parce que du coup, Ouais. suite Bruxelles Environnement, je ne fais pas de la pub pour Bruxelles Environnement, hein, mais c'est aussi ces chiffres-là qui sont indiqués. Oui. C'est Donc ça pour ça, dépend. juste, voilà, si ça dépend des vannes, il faut que je le sache pour dire aux gens que je vois bah, que ça dépend des vannes et que c'est pas normalisé. Je pensais vraiment que c'était normalisé, c'est pour ça que je pose la question. Non, non, effectivement pas. Et donc, je pense que ce qui est important à savoir, c'est que ma vanne, c'est un organe de régulation. Donc ma Ouais, vanne, ça, elle oui, ça. mesure, Désolé pour elle mesure la température ambiante. Et si vous regardez de l'autre côté, on a eu la chance d'avoir eu ça comme outil de démo. Merci. Je ne ferai pas la pub, mais voilà. Hop. Donc, je vais peut-être même la mettre dans l'autre sens. Il y a un petit retard sur l'image, on dirait. Voilà. Ça a l'air d'aller. Voilà, donc vanne thermostatique, quand on la découpe, vous voyez, donc on a l'eau, je ne dis pas de bêtises, l'eau vient probablement d'ici en bas, au niveau du radiateur, donc vous voyez pas. Attendez, donc probablement ici au niveau du... Ah tiens, c'est vraiment là au niveau caméra. Oh, un petit crayon. J'ai un petit crayon pour vous montrer, mais je ne le vois pas sur l'écran. On le voit, oui. Vous voyez? Donc l'eau rentre par en bas et qui ça ne bouge pas, ça c'est un peu embêtant. Oui, bonjour. En fait, c'est le papa de Ramsès. En fait, la maman va venir le chercher maintenant. Ah oui, merci pour Moi, je l'information. suis au travail, je suis loin, je ne sais pas Ouais, venir. mais mais- micro. Merci pour le micro. C'est les petits aléas du direct, ça. donc ma vanne thermostatique, on a le parcours d'eau qui se fait. Voilà, maintenant ça a l'air d'aller. On a le parcours d'eau qui se fait à ce niveau-là. Ma vanne thermostatique, elle mesure une température ambiante. Donc ça veut dire que j'ai vraiment une petite boîte ici. Ah, je ne me vois pas, ça c'est frustrant. J'ai une petite boîte dans laquelle j'ai du gaz. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ça, c'est bon. Donc j'ai vraiment une On voit petite très boîte bien, ici. hein, donc t'inquiète pas. Voilà, une petite boîte métallique fermée ici, dans laquelle j'ai du gaz. Eh bien, si on voit que la boîte métallique, c'est une fine paroi métallique qui est assez bien ouverte sur l'ambiance. Eh bien que quand la température ambiante monte, ben, ma petite boîte métallique sent que la température ambiante monte, donc le gaz qui est à l'intérieur va se dilater, donc le gaz réchauffé se dilate. Et quand le gaz se dilate, eh bien, j'ai moins de place pour ma petite tige intérieure. Et donc ça veut dire que ma petite tige intérieure va être repoussée et sortie de la boîte. Et ma petite tige intérieure, elle est raccordée sur le petit pointeau qui va fermer le passage d'eau. Donc ça veut dire que quand ma température monte, j'ai bien une tige qui va fermer le passage de l'eau. Si ma température dans l'ambiance descend sous la consigne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si ma température ambiante descend sous la consigne, le gaz ici va se rétracter, et donc mon petit ressort va repousser le pointeau qui va rentrer dans ma petite boîte, et je vais libérer le pointeau ici, et mon passage d'eau va se faire.
Donc j'ai vraiment un petit organe intelligent, enfin intelligent, c'est pas électronique, mais c'est quand même vraiment intéressant, de mesure de température ambiante qui commande l'ouverture ou non, le passage d'eau de mon radiateur. Ça va, je vois qu'il y a une main levée, mais je ne sais pas, je ne vois pas qui c'est. Charles, ouais, fini. Ok. C'est vraiment pour moi, enfin, on a souvent l'impression que quand on visite des bâtiments, que les vannes sont comprises comme étant des robinets en fait. Mais vous voyez que c'est quand même bien plus évolué qu'un robinet. Il y a vraiment une mesure de température qui se fait au niveau de la vanne et il y a vraiment une action concrète qui se fait en fonction de la température ambiante et la température de consigne, donc la température réglée sur la vanne, pour pouvoir commander le passage d'eau dans le radiateur. Et ça, c'est sans les piles et donc ça, c'est génial. Oui, Mohamed, je vois que... Oui, en fait, moi, je voudrais juste savoir par rapport aux vannes thermostatiques qui sont programmables, où il y a un petit écran. Si on a ça, est-ce que le thermostat est exigé dans le certificat PEB ou pas? Ah, là, tu poses une question réglementaire alors. Oui. Ah oui. Mais je n'aime pas les questions réglementaires. Je peux regarder, mais si quelqu'un a la réponse... Oui, je peux répondre vite fait. C'est que la réglementation PEB dit que chaque local chauffé doit être régulé. Une vanne thermostatique, c'est bien un organe de régulation. Donc, ça suffit amplement, bien sûr. Donc, Voilà. pas besoin d'un thermostat, c'est ce que vous voulez dire? Ah, c'est ce que je veux Soit dire. l'un, soit l'autre est suffisant, ouais. D'accord, merci. Merci. Merci aussi. Voilà, donc ma vanne est vraiment un organe de réglage et je pense que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment un organe de régulation en soi. Alors, j'avais un petit voclap, mais je pense que, si je me souviens bien, qu'on n'apprend rien de neuf par rapport à ça. Mais on peut quand même faire l'exercice, c'est quand même comique. Enfin, comique, ça c'est vous qui voyez, mais... donc, je donne un petit schéma, donc le petit schéma qui était le même que tout à l'heure. Je ne sais pas si je sais l'agrandir. Non, il n'est pas très clair. Donc c'est le schéma sans le thermostat d'ambiance, donc juste avec le régulateur climatique qui commande la chaudière. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'action sur le circulateur. Donc sur base de ce schéma-là, est-ce que quand la VT vanne thermostatique est sur 5 et qu'il fait 22 degrés dehors, comment est mon radiateur? Quel est l'état de mon radiateur? Idem ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il faut faire. Donc, vous devez associer au constat de gauche un constat à droite. Je ne sais pas si c'est clair en fait. Donc, il y a une personne qui a répondu, donc c'est déjà ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, on peut... Je vois que Mohamed a toujours la main levée, donc je ne sais pas si c'est... Merci. Ok. Vous ne vous mouillez pas, est-ce que c'est... On essaye de commenter un peu. Quatre personnes qui ont répondu, ça fait quand même pas beaucoup. Donc, première situation.
si la vanne est sur 5, si la vanne thermostatique est sur 5, donc une vanne thermostatique sur 5, ça veut dire qu'on va demander au radiateur de chauffer jusqu'à, alors on avait 24 dans l'exemple avant, mais c'est parfois 26, peut-être ça pourrait être 28, on va demander à ce qu'il chauffe beaucoup plus que 22. Donc ça veut dire que si on lui demande qu'il chauffe beaucoup plus que 22, a priori, mon radiateur, il risque d'être vraiment chaud. Ok? Si ma vanne est sur 3 et qu'il fait 22 degrés à l'intérieur, donc si ma vanne est sur 3, normalement mon radiateur devrait chauffer, a dû chauffer, jusqu'au moment où il faisait plus ou moins 20 degrés à l'intérieur. Donc ça veut dire que s'il fait 22 degrés à l'intérieur, ben, c'est de la chaleur qui ne vient pas de mon radiateur, puisque mon radiateur il a chauffé jusqu'à 20 degrés grâce au fait que la vanne était sur 3. Donc ça veut dire que mon radiateur il n'est plus très chaud. Il a peut-être été chaud, mais il n'est plus très chaud. Il est peut-être même déjà froid. Mais il y a un apport de chaleur externe au radiateur qui fait qu'on arrive à 22. Et bien typiquement, mon radiateur est froid, il pourrait être tiède, hein, et il y a du soleil. Donc ça veut dire qu'il y a un apport externe de chaleur dans ce cas-là. Et mon radiateur et ma vanne thermostatique a bien joué son rôle. Elle a fermé le radiateur pour éviter qu'il ne chauffe et pour éviter que ça ne chauffe plus fort que les 20 degrés qu'on voudrait avoir. Donc là, on a fait des économies d'énergie. Si ma vanne thermostatique est sur 3 et qu'il fait 20 degrés à l'intérieur, a priori, ma vanne thermostatique maintient fait en sorte de maintenir les 20 degrés à l'intérieur. Donc ça veut dire que si j'ai beaucoup de déperdition, mon radiateur est certainement chaud. Si j'ai des déperditions peut-être relativement moyennes, mon radiateur est peut-être moyennement chaud. Ça va? Peut-être quelques questions parce que... Alors je vois qu'il y a du coup maintenant 10 personnes qui ont répondu, mais s'ils ont répondu après l'explication, c'est sans doute un peu plus facile. Je regarde les résultats. Et donc, comment interpréter ça? Donc ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui ont fait les bons liens ici. Ok, ça c'est chouette. 50% qui ont fait un bon lien là, et 60% un bon lien là. Ok. Alors, je ne sais pas si on peut prendre le raisonnement inverse. Donc, si la vanne thermostatique... Est-ce que quelqu'un peut-être a mal compris ou a compris autrement l'exercice? Peut-être que je dois adapter la formulation aussi. Hein. C'est peut-être pas très clair, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire par rapport à ça? Donc, Étienne a l'air de dire que c'est bon. Ok, donc... Oui, il y a quelqu'un à lever... Stéphane a levé la main, je vois. Oui, c'est pas comprendre l'exercice qui est compliqué, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment répondre. Il fallait mettre une réponse à la dernière réponse où il n'y a pas de question, que c'est une question obligatoire par réponse. Enfin, le temps de comprendre ça, et c'est tout simple. Ok. Bon, évidemment, ici, c'était un petit piège de rajouter ceci, hein, parce que sinon, ça me semblait trop facile, en fait. Sans rajouter, aucune réponse ne correspond. Et s'il y a des pièges en plus, ça me donne un... Oui. Ok. Sinon, j'enlèverai peut-être le piège pour la prochaine fois, alors. Ok. Donc, c'est clair par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, la vanne thermostatique est vraiment un organe de régulation qui doit être utilisé judicieusement, et on constate qu'en pratique, il y a des gros problèmes de compréhension. Et je vous avoue que quand j'ai vu, moi, quand j'ai découvert la coupe de la vanne thermostatique que je vous ai montrée, ça a tilté aussi de mon côté. Donc je comprends que ce ne soit pas très parlant pour tout le monde, qu'on ne puisse pas deviner ce qui se cache dans une vanne thermostatique. Et donc si on ne devine pas ce qui se cache, ce qu'il y a dedans, a fortiori, on ne sait pas comment l'utiliser. Donc c'est vraiment important de bien faire comprendre son utilisation. Et soyons un petit peu quand même nuancés. Alors là, je vais peut-être... Étienne sera peut-être content que je nuance un tout petit peu. Mais quand on dit 3, 20 degrés, prudence par rapport à ça. Parce que parfois, pour avoir 20 degrés, il faut mettre 3,5. Parfois, avec 2,5, c'est bon. Donc on a quand même des effets de rayonnement qui se font, et des effets de petits courants d'air locaux qui se font sur la vanne, qui font en sorte que c'est quand même pas tip-top 20 degrés sur 3. Dans le bureau ici plus haut, on doit quasi mettre sur 4 pour avoir 20 degrés et demi, 21 degrés, qui est un peu la température de confort. Donc il faut
il faut un peu nuancer, et c'est un peu à l'usage qu'on peut s'en rendre compte. Alors, donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vanne et d'expliquer le fonctionnement de la vanne, mais aussi d'avoir un afficheur de température intérieure. Donc d'avoir un petit thermomètre à l'intérieur qui dit aux occupants, ben, tiens, il fait 21 degrés, et alors de pouvoir ajuster la vanne pour essayer de rester dans cette température de 21 degrés. Voilà, ça c'est un petit truc, je dirais, pratique, toujours intéressant pour essayer de recadrer un petit peu. Et s'il y a quelqu'un qui se plaint, qui dit qu'il fait froid, ben, il fait 21 degrés, il ne fait pas si froid que ça. Alors peut-être que tu es trop près de la fenêtre et qu'il faut se déplacer un petit peu, peut-être que il faut mettre un petit tapis sous les pieds du bureau pour avoir moins froid aux pieds. Donc il y a peut-être des actions à prendre pour éviter de devoir remonter la température à 22 ou 23 degrés et compenser un petit inconfort très ponctuel. Ça va par rapport à ça? Stéphane, tu levais la main, je ne sais pas si... Oui, en fait, c'était juste une précision, c'est qu'effectivement, ces vannes thermostatiques ne sont pas calibrées d'une marque à l'autre. Donc effectivement, on disait tout à l'heure, ce n'est pas standard précisément. Ce n'est pas non plus un organe précis au demi-degré près. Donc effectivement, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il n'y a pas de température réellement marquée sur la bague de réglage. Enfin, la plupart ne sont pas avec des températures marquées, mais plutôt des chiffres de 1 à 5. Ça permet d'avoir une estimation de la position, et puis le reste, c'est de l'ambiance, on dit on a bon ou on n'a pas bon. Maintenant, l'idée de mettre effectivement un thermomètre local à l'intérieur pour se dire que si c'est 21 et qu'on a froid, ben on met plutôt un peu, plutôt que de mettre la vanne plus haut, d'ouvrir plus la vanne, c'est effectivement assez judicieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi précis, évidemment, qu'un thermostat ou autre chose comme ça. Oui, voilà. Effectivement. Étienne voulait encore... Oui, ce n'est pas pour nuancer, mais c'est pour vraiment abonder dans ton sens sur le fait que ce n'est pas un robinet. La compréhension que les gens ont, c'est que s'ils veulent plus vite avoir plus chaud, ils doivent mettre sur 5. Ce n'est absolument pas judicieux. Quand c'est sur 3 et qu'il fait froid dans le local, c'est full ouvert. Et la réactivité de la fermeture est assez rapide. Donc c'est plus une vanne tout ou rien qu'un véritable robinet. Les gens doivent vraiment comprendre que quand c'est ouvert sur 3, tant que la température n'est pas atteinte, c'est full ouvert. Je trouve ça génial quand le cours est donné par les autres. Merci Étienne. En fait, c'est mon slide après, mais je trouve que c'est beaucoup plus pertinent si c'est toi qui le dis que si c'est moi qui le dis. Donc, merci. Voilà, donc je reviens un petit peu sur les slides. Alors, ce n'est pas le slide après, c'est peut-être celui après, encore après. Donc, encore un petit point par rapport à ces vannes thermostatiques. Donc, la vanne doit mesurer la température dans la pièce. Donc, ça veut dire que si on la place, comme ici, verticalement, alors l'exemple n'est peut-être pas super bien donné, mais souvent, on a un tuyau vertical ici avec de l'eau chaude. Mais si la vanne est placée verticalement au-dessus d'un tuyau d'eau chaude, ben, on ne mesure pas nécessairement bien la température dans la pièce. Donc, cette vanne-là, placée verticalement, va mal fonctionner. Si on a une vanne placée dans un caisson, donc dans un habillage de radiateur, ben la température dans le caisson ne sera pas la température ambiante. Donc ça ne va pas bien fonctionner non plus. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle des vannes déportées, donc où la mesure de température se fait de façon déportée. Donc il y a un petit fil qui relie la mesure de température et le réglage avec le corps de vanne. Si on a des radiateurs ou même des convecteurs dans des fosses comme on a souvent devant des grandes portes-fenêtres, eh bien on voit encore régulièrement des vannes thermostatiques dans les fosses, et c'est clair que la température dans la fosse n'est pas la température ambiante, et donc ça ne peut pas fonctionner. L'usage d'une vanne déportée, ici, a aussi tout son sens. Alors, des vannes, voilà, la vanne déportée, typiquement, ça ressemble à ceci, et il y a un petit fil qui la relie au corps de vanne qu'on ne voit pas ici sur la photo. On parlait des vannes programmables. Il y a la vanne programmable de base, où on peut programmer un horaire et une température. Donc ça peut être super intéressant. Et un exemple typique de truc super intéressant pour ceci, c'était dans un home pour personnes âgées, où il y avait un local kiné. Et le kiné était là 2 jours semaine, pendant 2 heures à chaque fois. Eh bien, ce local kiné était vraiment tout à fait dans le home, et donc était branché sur les radiateurs du home. Eh bien, en mettant des vannes comme ça dans ce local-là, sur les 2 radiateurs de ce local-là, on pouvait chauffer ce local-là uniquement aux horaires d'occupation du kiné, et pas tout le reste de la semaine. Et donc le kiné a
arrive, la vanne s'était ouverte, il faisait bon quand il arrive, et quand il repartait, la vanne se coupait toute seule. Donc lui, il n'avait pas de gestion à prévoir par rapport à ça. Sinon, l'alternative, c'était que quand il arrive, il ouvre la vanne de son radiateur, au risque qu'il la mette sur 5, comme disait Étienne, parce qu'il n'est pas sensibilisé, et que quand il reparte, il oublie de la fermer et que ça continue à chauffer sur 5 en permanence. Ça, c'est vraiment le cas typique de chez Typique. Donc la vanne là peut avoir vraiment un bel intérêt quand on a un ou l'autre radiateur dans un circuit, des horaires de fonctionnement différents. Typiquement, vous pouvez mettre ça aussi. Vous êtes dans votre salle de bain un peu le matin, un peu le soir, mais aux heures où vous allez à la salle de bain, mettez une vanne comme ça, c'est tout confort. Dans des systèmes un peu plus évolués, on peut retrouver des vannes motorisées, programmées soit par des thermostats d'ambiance locaux, soit éventuellement aussi par une gestion centralisée. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir des vannes de radiateurs motorisées qui jouent un peu le rôle d'une régulation centrale en fait, sauf que l'action se fait au niveau de chaque radiateur. Donc on peut, et ça c'est un usage qui a été fait d'une vanne comme celle-ci, c'est une école, de mémoire c'est à Etterbeek, ou à XL, je ne sais plus, enfin peu importe, une école cours du jour, cours du soir. Donc il y a un étage cours du jour, un étage cours du soir. C'est un seul circuit de chauffage pour tout le bâtiment. Et donc l'ancien bâtiment a été chauffé du matin jusque tard le soir parce qu'il y avait des occupations tout au long de la journée et de la soirée. Eh bien, en mettant ces vannes-là sur les radiateurs, on a pu commander tous les radiateurs de l'école de jour pour chauffer que le jour et tous les radiateurs de l'école de soir pour ne chauffer que le soir. Donc ça peut être vraiment puissant dans une installation de chauffage existante pour vraiment distinguer différentes parties du bâtiment sans devoir commencer à changer tous les tuyaux et à scinder toute l'installation, toute l'hydraulique de l'installation. Donc il y a des usages qui sont vraiment très intéressants pour ces types de vannes. On a aussi, et ça j'ai un petit exemple ici aussi, ça c'est la vanne à gauche, c'est celle que vous voyez ici. Donc c'est une vanne que je vous montre donc sur le petit écran, où on a des petits ergots qui permettent de bloquer la vanne sur une certaine plage de température, ou bloquer à une position bien fixe. Et donc ça veut dire que les utilisateurs, il faut quand même pas être très très malin, hein, mais bon, les utilisateurs, alors dans les crèches ça peut fonctionner avec les enfants par exemple, oui, dans la crèche, l'enfant, si la vanne est bloquée, il ne va pas spécialement tourner. S'ils sont plus grands, ils vont vite comprendre qu'il y a des petits clapets où ils vont tourner un peu fort et ils vont casser les petits ergots. Ça posera problème. Et donc, quand on veut avoir une vanne qui est bloquée, figée sur une certaine température, il y a des vannes un peu plus évoluées, un peu plus costaudes, je dirais, qui sont, par exemple, alors je ne vais pas citer de marque, mais voilà, ça c'est une vanne vraiment hyper courante qui n'est pas réglable par les utilisateurs, en fait. Donc l'utilisateur ici, il tourne, mais quand il tourne, ça tourne fou. Donc il a l'impression qu'il règle quelque chose, mais il ne règle rien du tout. Pour régler la vanne, alors j'ai enlevé le petit capuchon qui vient normalement ici, mais pour régler la vanne, il faut une clé spéciale, et on devine, alors avec la caméra c'est peut-être pas très clair, mais on devine qu'il y a un petit numéro là derrière, et donc on a les fameux numéros de nos vannes thermostatiques. Donc ça veut dire que c'est une vanne qui est réglée une fois pour toutes sur une position, et les occupants ne savent pas y chipoter. C'est génial comme vanne, mais j'ai un souci par rapport à ça, c'est qu'on voit encore régulièrement de telles vannes dans des classes d'école. Ça veut dire que le technicien de l'école, il a la clé de la vanne, il peut régler, mais que l'institutrice et les enfants, ils n'ont aucune possibilité de réglage. Ça veut dire que si mon institutrice est un tout petit peu frileuse, l'institutrice va se plaindre auprès du technicien qui va mettre la vanne sur 4 et le radiateur va chauffer jusqu'à 22 ou 23 degrés. Peut-être qu'à certains moments, 22 ou 23 degrés, ce sera un peu trop, qu'il faudra ouvrir les fenêtres. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai mes fenêtres qui seront ouvertes et ma vanne qui sera réglée sur 4 qui va chauffer en permanence. L'autre exemple, c'est que si j'ai mon institutrice qui est remplacée par une autre institutrice pour une semaine, l'institutrice qui vient, elle n'aura pas de possibilité de réglage de la vanne. Si ma classe n'est pas occupée pendant 1 heure ou 2, mais les occupants n'ont pas la possibilité de diminuer la vanne pendant 1 heure ou 2 pour éviter de chauffer quand la classe est inoccupée. Donc ça veut dire que quand on a une possibilité que les occupants comprennent le fonctionnement de la vanne et puissent la gérer,
c'est quand même nettement préférable à l'utilisation d'une vanne comme celle-ci. Pour voir une vanne comme celle-ci, c'est juste bon pour mettre dans des couloirs, où il n'y a personne qui va gérer ça de façon responsable. Éventuellement dans une salle de réunion, mais j'en suis même pas convaincu non plus. Typiquement, j'ai eu un écho à la gare de Tournai, ils avaient placé des vannes comme ça dans tous les bureaux, et c'est catastrophique, parce qu'il y en a qui se plaignaient qu'ils avaient trop froid, donc ils mettaient des chaufferettes électriques, et il y en a qui se plaignaient qu'il y avait trop chaud et qui ouvraient les fenêtres. Donc pour moi, ce n'est pas du tout le bon plan, quand les occupants des locaux peuvent être sensibilisés et gérer ce type de vanne correctement. Et alors, pour répondre à la question, alors je ne sais plus qui avait posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gérer une installation uniquement avec des vannes thermostatiques? Parce que finalement, c'est un peu génial, ces vannes thermostatiques. Il y a moyen, ça pilote une température, il y a moyen de régler un horaire là-dessus, et ça peut même être piloté de façon centralisée. Alors, pourquoi? Alors, la réponse la plus flagrante, c'est que la vanne thermostatique n'a pas la capacité d'ajuster la température de l'eau. Et si l'eau est trop chaude, eh bien, la moindre ouverture au niveau de la vanne va faire en sorte que le radiateur va quand même chauffer inutilement. Donc, c'est-à-dire que ma vanne, si l'eau est trop chaude, n'est pas suffisamment sensible que pour vraiment régler correctement le débit. Et donc, je me retrouverai avec des situations où j'aurai des surchauffes dans les locaux, et donc j'aurai chauffé inutilement certains locaux. Donc, pour ça, pour moi, la vanne ne peut pas être le seul organe de réglage, parce qu'on n'a pas une maîtrise suffisante, on n'a pas une finesse suffisante de réglage de débit dans des situations de mi-saison, donc qui sont quand même assez fréquentes en Belgique, où je distribuerai de l'eau à température relativement élevée. Donc ça, c'est une des réponses. Et aussi, tout ce qui est perte au niveau des circuits de distribution ne sera pas limité non plus, parce que je devrais fonctionner avec une température d'eau élevée. Et je pourrais me retrouver avec des problèmes de sifflement de vanne, ou si la vanne est très légèrement ouverte, mais avec un débit, une pression d'eau, une certaine pression d'eau liée au circulateur, je pourrais avoir des vannes qui sifflent, ce qui n'est pas tout à fait souhaité. Donc pour moi, ça ne peut pas être le seul organe de régulation. Il faut aussi piloter les températures d'eau et, si possible, aussi piloter les horaires de façon centralisée au niveau de la chaufferie pour éviter de distribuer de l'eau à des moments où on n'a pas besoin de cette chaleur. OK? Un petit exercice ou clap. Alors, le premier, je pense que Étienne a déjà très bien donné la réponse. Et donc ici, il faut mettre une petite échelle. Donc 5 si vous êtes tout à fait d'accord avec ce que je propose, et 1 si vous n'êtes pas du tout d'accord. Ok, je vais encore 8 secondes, 5, au niveau du contre-à-bourg. Ok. Moitié des répondants. Alors, on passe.
ça en revue. Donc, dans un local inoccupé, la consigne de vanne thermostatique a été réglée sur étoile, donc plutôt hors gel. À l'arrivée des occupants, le chauffage sera relancé plus rapidement si on met la consigne sur 5 que sur 3. En fait, ça, Étienne a expliqué que la vanne est assez réactive, en fait. Donc, ça veut dire que si on met la vanne sur 3, ben, on va chauffer jusqu'à 20 degrés, mais dès qu'on sera à 20 degrés, la vanne va vite se fermer. Donc, en fait, on n'a pas besoin de la mettre sur 5. Si on la met sur 5, on risque de chauffer beaucoup plus que 20 degrés. Et donc, on va perdre de l'énergie. Ça va par rapport à ça? Donc, je pense que c'est vraiment important. La vanne sur 5, ça ne permet pas de chauffer plus vite. La vanne sur 5, ça permet de chauffer à une température plus élevée. Donc, la vanne en elle-même est déjà pas mal réactive. Alors, 3, c'est peut-être 3,5, on est d'accord. Mais en tout cas, 5, ça ne vaut pas la peine de mettre une vanne sur 5, ça ne chauffera pas plus vite. Donc, deuxième point. Alors, s'il y a des questions, levez la main ou interrompez-moi. Hein. Je pense que c'est important parce que on voit à votre réponse que finalement, ce n'est pas si clair que ça pour tout le monde, a priori. Donc, deuxième point, dans un local occupé, l'expérience des occupants montre que la bonne température est atteinte avec une consigne de 3. Chouette. Un jour, la température intérieure est insuffisante. Dans ce cas, cette dernière sera améliorée si la consigne est mise sur 4. Alors, je vous avoue que je ne suis pas trop fan de cette affirmation-ci, parce qu'effectivement, oui, si on met la vanne sur 4, ben, on va augmenter la température intérieure. Donc, on va faire en sorte que le radiateur chauffe à une température plus élevée. Donc oui, quelque part, on va améliorer le confort. Mais ce n'est peut-être pas le but. C'est probablement que s'il y a un inconfort ce jour-là, ben, il y a peut-être une justification de cet inconfort, justement, ce jour-là. Peut-être qu'il y a un petit courant d'air, peut-être qu'il y a... Enfin, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir, mais... Donc, voilà, effectivement, en augmentant la vanne sur 4, on va permettre d'avoir une meilleure température un peu plus élevée, mais il y a peut-être un problème d'inconfort qu'il aurait fallu résoudre avant d'augmenter la vanne sur 4. Donc voilà, moi, cette question-là, j'aurais répondu moins que ce que vous avez répondu. Et la troisième affirmation, donc dans un local occupé, l'expérience des occupants montre que la bonne température est atteinte avec une consigne de 3, super. Subitement, il fait trop chaud, par exemple à cause de l'ensoleillement. Mettre la vanne sur 1 permettra de limiter qu'il ne fasse encore plus chaud. Donc permettra d'éviter que ça ne chauffe encore davantage. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt de la vanne thermostatique. Hein. Donc la vanne thermostatique, son but, c'est d'avoir la bonne température. Son but, c'est vraiment d'éviter tout problème de surchauffe dans les locaux. Donc ça veut dire de tenir compte de tous les apports internes et tous les apports solaires qu'on peut avoir dans ces locaux-là. Donc si la vanne est sur 3 et qu'il fait subitement trop chaud, ben, le radiateur, il va se couper, il ne sera plus chaud. L'eau ne va plus aller dans le radiateur. Donc ça ne sert à rien de les mettre sur 1, puisque l'eau sera déjà coupée, puisqu'on sera au-dessus de 20 degrés. Je ne sais pas, Eric, si tu voulais dire quelque chose. Je vois que tes lèvres bougent, mais... Non, c'est parce que j'aime bien parler tout seul. Alors, je commande tout seul, mais c'est pas toujours très intéressant. Donc, j'ai eu bon jusqu'à présent, je suis content. Voilà. Ok, ça va. Mais donc, est-ce que l'explication a levé vos doutes par rapport à ça? Parce que je suis un petit peu inquiet, je vous avoue, par rapport à vos réponses. Donc, ma vanne thermostatique, c'est vraiment un garant d'une température intérieure maîtrisée. Donc, on chauffe jusqu'au moment où on a la température réglée au niveau de la vanne. Et on est sûr qu'on ne chauffe pas trop. Ça, c'est vraiment le rôle de la vanne. On évite de chauffer trop. OK? Allez, j'espère que c'est bon. Voilà, ça, c'était la même chose que ce que je viens de vous poser dans le booklab, peut-être formulé différemment, mais c'est la même chose. Et donc, revenons-y pour aborder des installations de chauffage un peu plus compliquées, où historiquement, historiquement et encore maintenant, quand on dimensionne une installation de chauffage, on doit calculer une puissance au niveau des radiateurs, donc une puissance que les radiateurs doivent émettre pour assurer grosso modo 20 degrés à l'intérieur
quand il fait grosso modo moins 10 degrés dehors. Alors, ce n'est pas tout à fait 20 à l'intérieur, ce n'est pas tout à fait moins 10 degrés dehors, on s'entend. Mais en tout cas, ma puissance de chauffage maximum, elle n'est nécessaire que quand il fait très froid dehors. Et donc, quand il fait très froid dehors, j'ai besoin d'une température élevée au niveau de mon installation de chauffage. S'il fait plus doux dehors, donc si par exemple il fait 3 degrés dehors, eh bien, dans les anciennes installations de chauffage, je vais agir au niveau d'une 23 voies, qu'on devine ici en bas, pour que la température distribuée soit inférieure à la température de dimensionnement. Donc on voyait dans l'exemple avant, on avait une température de dimensionnement de 90 degrés. Eh bien, s'il ne fait pas très froid dehors, on va pouvoir envoyer de l'eau à une température plus basse dans les radiateurs, 70 degrés dans l'exemple. Et l'eau reviendra dans ma chaudière et une partie du retour sera utilisée pour mélanger avec l'eau de départ, donc au niveau de ma 23 voies. Donc ça veut dire que historiquement, j'avais besoin de 23 voies pour faire cela parce que je n'osais pas descendre trop bas en température au niveau de ma chaudière pour éviter que ça ne condense dans ma chaudière. Donc voilà, 23 voies, je pense que j'ai bien expliqué le fonctionnement tout à l'heure et donc je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. Mais donc ça veut dire que historiquement, ma gestion de température, c'est ma 23 voies qui le faisait. Dans les installations modernes, on va essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne plus fonctionner comme ça. On va essayer d'utiliser la chaudière comme réglage de température, comme gestion de température. Donc ça veut dire que ma température sera pilotée non plus au niveau d'une 23 voies, mais de préférence au niveau de ma chaudière. Alors, il faut encore que les différents circuits autorisent de pouvoir gérer ça au niveau de la chaudière, parce que si j'ai une production d'eau chaude sanitaire, on l'a vu tout à l'heure, une production d'eau chaude sanitaire, ça demande une température d'eau élevée. Eh bien, cette température d'eau élevée, elle doit être élevée toute l'année. Donc, qu'il fasse très froid dehors ou plus doux dehors, l'eau chaude sanitaire, on a généralement besoin d'une température plus élevée. Donc, ça veut dire que dès que j'ai une installation de chauffage qui fournit aussi de l'eau chaude sanitaire, ben, ma chaudière, a priori, fonctionnera plutôt à température élevée. Et donc, mon circuit radiateur sera, lui, souvent géré à partir d'une 23 voies, pour pouvoir diminuer la température de l'eau envoyée dans les radiateurs, et uniquement dans les radiateurs. Je illustrerai ça peut-être par des petits schémas juste après. Et donc ça veut dire que pour pouvoir ajuster ma puissance au niveau de mes radiateurs, je dois régler ma température d'eau de départ chaudière ou de départ collecteur, de départ circuit. Et bien typiquement, je vais vous le montrer tout à l'heure, un régulateur climatique. Alors, je reprends mon petit régulateur climatique, qui est le même que ceux-là en bas, mais la version à droite sur la slide est un tout petit peu plus moderne, mais c'est exactement le même principe. Eh bien, régulateur climatique, il me met, si vous voyez bien, on a un axe ici avec une température extérieure, donc on va de 15 degrés à moins 35 degrés, hein, c'est pas rien, moins 35 degrés, c'est un régulateur qui est prévu pour le nord de l'Europe. Et donc ça veut dire qu'on peut régler, en fonction de la température extérieure, une température d'eau de chauffage. Et donc on peut lui dire, quand il fait 15 degrés dehors, donc ça veut dire qu'on est ici en bas au niveau de ma courbe, quand il fait 15 degrés dehors, quelle est la température d'eau que je veux avoir? Ben, quand il fait 15 degrés dehors, ça veut dire qu'il fait vraiment doux dehors. J'ai très peu de besoin de chauffage, donc je pourrais dire d'envoyer de l'eau à 20 degrés. Donc quelque part, je chauffe pratiquement pas l'eau quand il fait doux dehors. Alors peut-être que ce sera 30, hein. Mais en tout cas, ce ne sera pas grand-chose. Par contre, quand il fait moins 5 degrés dehors, ben mon eau, elle devrait être plus chaude, il fait plus froid dehors. Et donc, peut-être que je devrais l'envoyer à, je ne sais pas si vous savez lire ce niveau de détail-là, mais peut-être que je devrais l'envoyer à 70 degrés. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai paramétré sur mon régulateur climatique une température d'eau de départ chauffage en fonction de la température extérieure. Et donc, si on est à des situations intermédiaires, et donc par exemple dans l'exemple ici, s'il fait 5 degrés dehors, eh bien, ça veut dire que j'envoie de l'eau à 50 degrés dans mes radiateurs. Donc, grâce à ça, j'ai vraiment mon organe, j'ai vraiment ma commande de ma 23 voies. Donc, c'est ma régulation de ma 23 voies
qui me dit à quelle température l'eau doit être envoyée dans mes circuits de chauffage. OK? C'est un organe de régulation super courant dans les chaufferies de plus gros bâtiments, que ce soit du logement collectif ou du tertiaire. Et en règle générale, comme on le devine d'ailleurs sur l'écran ici en bas, on a plusieurs de ces boîtiers-là dans une même chaufferie. Et donc chaque boîtier, donc le 3, 4 et 2 ici, chaque boîtier commande une 23 voies. Donc ça veut dire que chaque 23 voies a son propre réglage en température, en horaire, et ça on verra après à quoi ça sert. Ok. Alors, sur des installations plus récentes que cela, on a les mêmes paramètres, mais sous forme électronique. Donc ça veut dire qu'on a une température d'eau à une certaine température extérieure élevée, donc on a vraiment les équivalents, je dirais, mais on a un paramétrage électronique, mais ça ne change rien au niveau du principe de fonctionnement. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la courbe de chauffe, même si dans l'exemple ici elle est droite, on appelle ça une courbe de chauffe. Donc la courbe de chauffe, c'est vraiment mon réglage de la température d'eau envoyée dans mes émetteurs, dans mon installation, en fonction de la température extérieure. Pourquoi est-ce qu'on a une courbe de chauffe? Pourquoi est-ce qu'on a une 23 voies et potentiellement une courbe de chauffe pour différents circuits? Parce que, alors je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, c'est de l'immeuble Etrimo avec façade sud, façade nord. C'est Étienne peut-être, je ne sais plus, soit. C'est Pierre. Eh bien, sur des façades avec des apports solaires importants, on pourra fonctionner avec des températures d'eau plus faibles. On a moins de besoin de chaleur, donc on pourra fonctionner avec des températures d'eau plus faibles que sur des façades nord, par exemple, où il y a moins d'apports solaires. Et donc, historiquement, il y a énormément de bâtiments qui sont hydrauliques. Donc, on a un circuit pour une façade et un autre circuit pour une autre façade. Et a priori, si on a scindé, c'est que les besoins de ces façades-là sont différents. Donc, on n'a pas les mêmes besoins de chaleur. Parfois, on a scindé aussi parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Je pense à des locaux une école avec une salle de gym. Eh bien, il y a un horaire classe et un horaire salle de gym. Eh bien, c'est clair que là, on va pouvoir utiliser mon régulateur climatique pour paramétrer des horaires différents aussi. Ouais, donc la courbe de chauffe, elle est spécifique à chaque régulateur climatique, elle est spécifique à chaque circuit. Donc ça veut dire qu'elle doit être réglée et elle doit être a priori différente sur chaque circuit. En tout cas, si elle est bien réglée, elle devrait être différente sur chaque circuit. En pratique, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Et en pratique, on constate que souvent cette responsabilité est portée au chauffagiste. Donc on décrète que c'est le chauffagiste qui doit régler ça. Eh bien, moi, je vous dis non, ce n'est pas le chauffagiste qui doit régler ça, c'est vous. C'est quelqu'un qui connaît bien le bâtiment, c'est quelqu'un qui, si possible, vit dans le bâtiment, c'est quelqu'un qui connaît un tout petit peu le principe d'une régulation de chauffage, et j'espère que c'est pour ça que vous êtes là. En tout cas, après la formation ici, c'est le but que vous puissiez agir à ce niveau-là, parce que pour pouvoir régler ces courbes de chauffe, eh bien, c'est un réglage itératif. L'objectif du réglage de la courbe de chauffe, c'est d'envoyer l'eau à la température la plus basse possible dans toute l'installation. Pourquoi? Ben pour limiter les pertes, pour avoir un bon fonctionnement des radiateurs et des vannes thermostatiques des radiateurs, et pour bien condenser au niveau des chaudières, si on a des chaudières à condensation. Et donc ce réglage-là, ce n'est que quelqu'un qui peut faire ce réglage itératif qui doit le faire. Donc c'est pas le chauffagiste. Le chauffagiste, lui, s'il vient une fois par an, il n'est pas capable de régler ça correctement. Ou alors il le règle en fonction de vos conseils ou en fonction de vos recommandations, éventuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment un réglage itératif et une optimisation pour essayer de baisser le plus possible ces courbes de chauffe, pour essayer d'avoir la température d'eau la plus basse possible dans tout ce qu'on pourra faire. Donc, régulateur climatique, il y en a 36 modèles différents avec 36 formes, mais on fonctionne toujours sous forme de courbes de chauffe, qu'elles soient graphiquement visuelles ou paramétrées, donc avec un petit schéma. Chaque courbe sur le schéma a un numéro qui correspond à un numéro qui est réglable
sur le bouton là. Je dirais, peu importe, le principe est le même. On a une possibilité de régler la température de l'eau en fonction de la température extérieure. Et ça se limite à ça. Donc, c'est pas bien compliqué. Et l'objectif, c'est de diminuer autant que possible ces valeurs-là. Voilà, donc, historiquement, ces réglages de température se fait toujours sur des 23 voies et pas sous la chaudière. Eh bien, de plus en plus, avec les chaudières à condensation, il faut essayer que ce réglage-là soit fait au niveau de la chaudière, ou puisse être fait aussi au niveau de la chaudière. Et donc, ça veut dire que si on a une installation avec plusieurs circuits, comme on le voit ici, et une chaudière à condensation, pour être sûr que la chaudière fonctionne à des températures d'eau les plus basses possibles et que ça puisse condenser, ce qu'il faut, c'est que ma chaudière, la température d'eau de ma chaudière, soit régulée, soit adaptée en fonction de la température d'eau du circuit le plus demandeur. Donc ça veut dire que mon circuit nord, qui a des besoins de chaleur plus importants, demandera une température d'eau plus importante, et ma chaudière doit se régler, la température d'eau de ma chaudière doit être réglée en fonction de ce circuit le plus demandeur. Ça, c'est vraiment l'optimum pour faire condenser une chaudière dans une installation existante, sans, entre guillemets, révolutionner tout le mode de fonctionnement au niveau des 23 voies. OK? Donc il y a un réel intérêt avec les chaudières à condensation de faire varier la température d'eau au niveau de ma chaudière. Et la façon de faire, c'est de faire rendre dépendante la température de ma chaudière, de la faire dépendre des circuits le plus demandeurs. Donc si cette façade-là demande de l'eau à 60 degrés, ben ma chaudière, on va faire peut-être de l'eau à 65 degrés. Donc il y en a une petite marge supplémentaire. Voilà, alors, Balavou. Ah oui, on n'avait pas affiché les résultats ici, mais on les voit assez bien sur le dessin comme ça. Voilà, j'ai répondu à la question, je suis désolé. Pas de bol, j'ai déjà répondu à la question. Donc, celui qui doit bien régler la courbe de chauffe, a priori, c'est vous. C'est vraiment, pour moi, c'est pas le chauffagiste, en tout cas, ça c'est clairement le message. C'est pas le chauffagiste qui doit régler cette courbe de chauffe. Il peut vous donner des indications, il peut vous donner des tuyaux, mais le réglage fin, il peut donner un réglage général, à une allure générale, ça oui, mais le réglage fin, c'est vous. Et entre nous, dans le cas d'audit qu'on fait, et d'audit où on optimise les installations de chauffage, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on diminue fortement la courbe de chauffe quand on va sur place. Quand on voit que ça a l'air très élevé comme température d'eau, ben on diminue fortement la courbe de chauffe, et on explique aux responsables énergie sur place, mais comment la remonter petit à petit pour éviter d'avoir trop de plaintes. Eh bien, ça, c'est une bonne façon de faire. Ça permet de entre guillemets, resetter en diminuant fortement la coupe de chauffe, entre guillemets, en faire un petit reset, et puis après, on demande d'avoir un processus itératif pour récupérer la bonne température d'eau, pour avoir le confort correct, sans dépenser trop d'énergie. Donc, effectivement, la courbe de chauffe, c'est Bibi qui doit m'y coller. Je t'interromps juste pour te dire qu'il est midi 5. Oui, aïe. Ça, c'est vraiment pas bien. Voilà, donc régulateur climatique. Donc pour moi, une bonne installation de chauffage doit avoir des vannes thermostatiques et doit aussi avoir une gestion centralisée de la température et des horaires, et donc via une régulation climatique, soit sur la chaudière, soit sur les circuits. Et cette régulation climatique, elle doit utiliser comme information, et je pense que c'est Stéphane qui m'interpellait par rapport à ça tantôt, doit utiliser nécessairement une sonde extérieure. Si on n'a pas de sonde extérieure, c'est Charles, je ne sais plus, si on n'a pas de sonde extérieure, eh bien, la régulation climatique n'est pas possible en fait. Oui, il y a, pardon, je m'excuse, nuançons, il y a des systèmes qui permettent, en fonction de la différence de température entre la température intérieure et la température de consigne, de moduler une certaine puissance. Donc là, effectivement, c'est des systèmes qui existent, mais c'est pas très court. Oui, c'est Charles qui avait un petit... Ouais, j'ai une petite question. Si on revient sur le slide d'avant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand je vois, ou non, celui encore avant, si on voit tout le bâtiment avec les... c'est en fait un peu l'effet boîte noire en cas de panne. Moi, en gestion de bâtiment, on gère un bâtiment, j'ai vu j'ai travaillé longtemps dans une administration
la gestion des écoles et l'hôtel de ville, etc. Et en fait, on est confronté, quand ça ne fonctionne pas, on est confronté vraiment à un effet boîte noire où est-ce que c'est la régulation qui ne va pas, est-ce que c'est la chaudière qui ne va pas, est-ce que c'est le radiateur, est-ce que c'est purement de la technique et des conduites. Et je trouve que moi, quand je vois un schéma comme ça, je me dis, zut, ça ne marche pas, quel est l'organe qui ne va pas? Et je trouve que c'est juste ça qui m'inquiète un peu en se demandant si on ne devrait pas essayer de faciliter le système pour rendre on va dire, les sources potentielles de panne les plus faibles possibles, en fait. Oui, effectivement, il y a des régulations qui sont beaucoup plus boîte noire que d'autres. Donc certaines qui sont beaucoup plus hermétiques que d'autres. Et c'est clair qu'il faut absolument éviter ces régulations hermétiques. Parce que on a tout intérêt à comprendre ce qui se passe en fait. Mais je vous avoue que même avec des régulations plus faciles à comprendre, moins hermétiques, c'est pas toujours évident non plus. Et donc, de notre côté, la façon un peu imparable que l'on a de répondre à ce problème-là, c'est de faire une campagne de mesure. Donc de mesurer, donc d'avoir des data loggers, donc des appareils qui enregistrent toutes les X minutes des températures, donc de mettre ça sur des tuyaux et de faire un monitoring de l'installation en fait. Et donc de mesurer le fonctionnement en température de toute l'installation. Enfin, toute l'installation, c'est en chaufferie que ça se passe uniquement, hein, donc on ne voit pas. Et donc ça, malheureusement, on risque de coincer au niveau timing, mais je vous avais prévu d'illustrer un petit schéma, d'illustrer un monitoring. On va quand même essayer d'avancer par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Voilà, alors. Donc on a vu qu'il y avait une notion de puissance et de faire varier la puissance qui était importante en fonction de la température de l'eau. Ce qu'on n'a pas encore tellement vu, c'est la partie horaire, la partie gestion des heures de chauffe. Donc c'est clair qu'il faut essayer de cadrer un maximum, donc de réduire au strict minimum les horaires de chauffe par rapport aux occupations réelles, pour essayer d'éviter de chauffer quand on n'en a pas besoin. Donc ça veut dire que la nuit, dans mon bâtiment, s'il n'est pas occupé, la nuit, ça ne sert à rien de maintenir 17 degrés. Il y a encore énormément de chauffagistes, et notre chauffagiste ici aussi au bureau, hein, quand on lui demande, il a reseté dernièrement la régulation parce qu'il y avait un souci, ben dans le reset, il a reprogrammé toute la régulation avec 16 degrés de température la nuit, or que ce sont des bureaux. Ben ça n'a pas de sens. Quand il n'y a personne la nuit et le week-end, la température intérieure, elle peut descendre beaucoup plus bas que 16 degrés. Si on maintient 16 degrés, on dépense une quantité d'énergie folle à maintenir ces 16 degrés. C'est ma passoire, c'est l'eau dans ma passoire. Donc si on maintient 16 degrés, si on maintient un certain niveau d'eau dans ma passoire, et qu'il fait froid dehors, on va perdre de l'énergie de façon importante. Si on peut diminuer ma température intérieure à peut-être 12 degrés, eh bien je perdrai beaucoup moins d'énergie. Et donc ce sera beaucoup plus économe comme fonctionnement. Mon seul souci, c'est qu'il faut pouvoir remonter la température intérieure le lundi matin, par exemple, pour avoir une température de confort quand tout le monde arrive. Et donc, il faudra peut-être relancer mon installation de chauffage un peu plus tôt. Donc ça, je vous l'illustre sur ces différents graphiques-ci, où la consommation d'énergie est proportionnelle à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc si on maintient une température intérieure constante, mais on va perdre beaucoup plus d'énergie que si on parvient à diminuer la température intérieure. Donc ça, c'est vraiment typiquement un réglage d'horaire au niveau de ma régulation. Avec certaines régulations qui ont des optimiseurs, donc ça veut dire que le problème du lundi matin, c'est qu'il faut avoir bon à 8 heures, alors je vous donne l'exemple, mais que parfois, quand il fait très froid dehors, pour avoir bon à 8 heures, il faut peut-être relancer le chauffage à 3 heures du matin. S'il fait plus doux dehors, ben peut-être qu'en relançant le chauffage à 7h30, on aura bon à 8 heures. Donc ça veut dire que ça vaut la peine, et il y a des régulations climatiques qui ont ce qu'on appelle un optimiseur, donc qui permettent d'ajuster l'heure à laquelle on relance le chauffage pour avoir bon à une certaine température. Donc c'est une certaine intelligence, et les Google Nest et compagnie sont extrêmement forts par rapport à ça, mais il y a ça de façon plus basique aussi dans pas mal de régulations existantes. Donc ça vaut vraiment la peine de pouvoir optimiser la relance du lundi matin. Et pour vous donner l'exemple extrême, ici au bureau, on coupe tout le chauffage la nuit et le week-end,
Mais pour avoir bon lundi matin, ben, on relance le dimanche soir à minuit. Ben oui, ce mode de fonctionnement-là est plus économe que de maintenir 15 degrés dans le bâtiment tout le temps. Donc même si le lundi matin, la chaudière turbine pendant 8 heures d'affilée, eh bien, on dépense moins d'énergie en la faisant turbiner 8 heures d'affilée qu'en maintenant une température constante tout le week-end. Et donc l'intermittence, donc le fait de vraiment de couper le chauffage quand on n'est pas là, elle est particulièrement intéressante quand on a des bâtiments qui sont peu isolés, quand on a des bâtiments qui sont peu inertes, donc dans des bâtiments style ossature bois qui réagissent très vite et qui sont très vite réchauffés, mais aussi très vite refroidis. Cette intermittence est particulièrement importante pour des bâtiments où il y a des longues périodes d'inutilisation. Donc le grand typique, c'est la bibliothèque communale qui est ouverte 2 fois par semaine, 2 fois 3 heures par semaine. Mais il faut, dans ces bibliothèques communales, diminuer le chauffage le plus possible, ou si possible, couper le chauffage quand il n'y a personne, et ne chauffer que quand il y a quelqu'un. Et si mon système de chauffage est réactif, donc si j'ai des radiateurs ou des convecteurs, ou des ventiloconvecteurs, ben je vais pouvoir très vite remonter en température. Si j'ai du chauffage sol, alors là je vais encore taper sur le dos du chauffage sol, excuse-moi Étienne, mais si j'ai du chauffage sol, il faudra beaucoup plus longtemps pour récupérer une certaine température. Et pour donner l'exemple, il y a pas mal d'écoles dans les années 80 et 90 qui ont été faites avec du chauffage sol. C'est une catastrophe, parce que pour avoir bon à 8 heures le lundi matin dans les classes, il faut relancer le dimanche à midi, parce qu'il faut tellement d'heures pour revenir en température qu'on dépense là une énergie considérable pour vaincre l'inertie de l'installation de chauffage. Donc, ce n'est pas seulement l'inertie du bâtiment, mais c'est l'inertie de l'installation de chauffage aussi. Bon, à contrario, le vendredi, début d'après-midi, ils peuvent couper. Donc, ils ne sont pas obligés de chauffer jusque le vendredi à 5 heures. Ils coupaient le vendredi, le début d'après-midi. Donc, à contrario, l'inertie se fait aussi dans l'autre sens. Mais globalement, si on a des bâtiments avec une occupation assez intermittente, comme une école, eh bien un chauffage sol n'est pas du tout pour moi un bon plan. Un chauffage sol, c'est a priori à réserver pour des bâtiments qui ont des périodes de chauffe quasi permanentes. Ou alors des bâtiments extrêmement bien isolés, éventuellement, où on ne saura pas, où il n'y a pas d'intérêt de faire une intermittence. Voilà, alors est-ce qu'il y a une limite de température basse à laquelle on ne peut pas descendre la nuit et le week-end? Moi je dirais intuitivement plus ou moins 12 degrés, parce qu'en dessous de 12 degrés, tout ce qui est phénomène de condensation, etc., est un peu plus accru en général. Voilà, donc maintenir 12 degrés, ben oui, regardez si vous pouvez couper le chauffage. Si ça descend jusqu'à 12 degrés, ben il sera temps que le chauffage se rallume. Descendre plus basse, c'est peut-être un petit peu plus touchy au niveau du bâtiment. Quoique un bâtiment qui est tout à fait sec, sain, pourrait très bien descendre plus bas que 12 degrés, sans aucun problème. C'est surtout s'il y a des petits soucis d'humidité ou quoi, que c'est un peu plus délicat. Petite question ou clap? Allez, go. La balle est dans votre camp. Ça, c'est mon chauffagiste. Enfin, il y a pas mal de chauffagistes et pas mal de gens qui... Enfin, on entend, en tout cas, c'est une affirmation qu'on entend vraiment extrêmement souvent. Évidemment, c'est un peu trop facile, puisque je pense que j'ai dû le répéter au plus d'une fois, certainement, aujourd'hui. Étienne avait un petit mot à rajouter? Voilà. Oui, en fait, ce sont ces vieilles idées que on dit toujours c'est le vieux chauffagiste qui vient avec ses histoires. Mais c'était basé sur des choses réelles. Donc, c'est-à-dire que les très vieilles installations avaient des remises en régime qui étaient extrêmement énergivores. Et donc, nos amis suisses, Lendis et Gir à l'époque, qui n'existe plus, qui a déjà été ravalé par Lendis et Stefa, puis par Siemens aujourd'hui, les ingénieurs suisses avaient vraiment calculé que laisser une petite inertie, maintenir une température, etc., coûtait moins cher que ces remises en régime. Alors, donc c'était très pointu et les chauffagistes ont encore ça bien ancré dans le crâne. Aujourd'hui, techniquement, ça n'a plus aucun sens. Il faut absolument casser ces vieilles idées parce que tout simplement, c'est dépassé. Mais historiquement, c'était très construit. Il faut comprendre ça. Donc, ce sont des idées qui ont évidemment la vie très, très dure.
Voilà. Oui, et c'est encore très fréquent au niveau des chauffagistes C'est comme de maintenir une température. Le surdimensionnement des chauffages, des chaudières, tous ces trucs-là, etc. Tout ça, c'est historique. Hein. Ce sont des vieux réflexes qui n'ont absolument plus cours avec les technologies d'aujourd'hui. Il faut absolument remettre les pendules à l'heure. Oui. Oui, donc j'espère que celui qui a répondu vrai ou celle qui a répondu vrai n'a pas bien lu la question. Non, effectivement, donc il faut éviter de chauffer inutilement quand il n'y a personne dans le bâtiment. Ça ne sert à rien de maintenir une température de base. Alors ça, c'est un petit peu la question qui résume l'ensemble de ce qu'on a vu jusqu'à présent, je dirais. Vu le timing un peu limité, je propose peut-être qu'on ne passe pas de temps là-dessus. Mais donc, pour moi, comment faire en sorte que l'eau de chauffage revienne la plus froide possible dans la chaudière? On a vu déjà quelques éléments. En fait, pas tant que ça, en fait. Je dis ça, mais pas encore tant que ça. Par rapport à cela. Pierre, je vois que tu parles, mais je n'entends rien. Non, ok, c'était pas nous. Donc, si elle part le plus froid possible, effectivement, elle ne reviendra pas trop chaude, de fait. Je vais vous donner les éléments, parce que c'est vrai que le timing étant un peu limité, on coince pas mal. Gérer la température de départ, qu'elle parte le plus froid possible. Je m'excuse, mais on va essayer effectivement de zapper ça. Même si on en revient ici à quelque chose. Tiens, il y a un petit souci. Non, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, écoutez, on revient là-dessus dans un instant. Si vous avez encore des chaudières avec des veilleuses, dites-vous bien qu'une veilleuse, c'est entre 50 et 100 watts de puissance. Et donc, entre 50 et 100 watts, si la veilleuse reste allumée, par exemple, tout l'été, c'est inutile, on peut franchement la couper. Les circulateurs nouvelle génération sont grosso modo 40% plus économes que les circulateurs ancienne génération. Donc, n'ayez pas peur de remplacer des vieux circulateurs dans le cadre d'une rénovation de chaufferie, c'est certainement fort intéressant. Maintenant, remplacer pour remplacer, je ne suis pas pour faire des travaux, ce n'est pas nécessairement très rentable. Mais si ça peut s'envisager dans le cadre d'une rénovation de chaufferie, oui, remplacez vos vieux circulateurs par de nouveaux, ça c'est intéressant. Voilà, c'est un petit calcul d'économie qu'on pouvait faire, parce qu'avec les vieux circulateurs, on a souvent des circulateurs qui ont plusieurs vitesses, donc qui peuvent fonctionner sur plusieurs niveaux de puissance. Et bien souvent, ces circulateurs sont fortement surdimensionnés, et bien souvent, les circulateurs sont réglés à la vitesse maximum. Donc le chauffagiste n'optimise pas toujours souvent ses installations, pas souvent du tout. Et donc ça veut dire que si cette vitesse maximum est inutilement élevée, on peut très bien diminuer la puissance du circulateur et donc tourner, alors dans l'exemple ici en haut à droite, c'est tourner le petit bouton là pour ne pas être sur la grande barrette, mais sur la barrette intermédiaire. En faisant ça, on pourra économiser quelques dizaines de watts consommés par le circulateur. Et si on constate qu'il n'y a pas de souci dans le bâtiment, donc s'il n'y a pas un inconfort provoqué dans le bâtiment suite à cette modif-là, on laisse comme ça. Et on a économisé quelques dizaines de watts au niveau du circulateur. Et quand on a 10 circulateurs les uns à côté des autres, si on peut faire quelques dizaines de watts par circulateur, on a vite économisé quelques centaines d'euros de consommation électrique au niveau d'une chaufferie. Donc diminuer la vitesse d'un circulateur, on ne prend pas trop de risques d'essayer de le faire. Si on voit que ça ne marche pas, on revient au réglage d'avant. Voilà, alors je pense que c'est quand même important de passer un petit quart d'heure, malheureusement, focus chaudière à condensation, même si on a déjà dit beaucoup de choses par rapport aux chaudières à condensation. Donc chaudière à condensation, on rappelle que pour que ça puisse condenser, il faut que l'eau revienne froide dans la chaudière. À noter que pour le gaz et pour le mazout, on n'a pas les mêmes températures de condensation. Une chaudière mazout à condensation, pour que la fumée condense, la fumée de cheminée, donc la fumée issue de la combustion du mazout, pour que ces vapeurs d'eau condensent, il faut avoir une température d'eau, il faut avoir une température inférieure à 45-48 degrés. Or que pour le gaz, on est aux alentours des 55 degrés. Donc ça veut dire qu'on devra, et ça c'est souvent un piège aussi, ça veut dire qu'une chaudière mazout, on devra assurer des retours d'eau plus froids que pour une chaudière gaz.
Donc en pratique, ce sera plus difficile d'avoir une bonne condensation régulière avec une chaudière mazout qu'avec une chaudière gaz. Puisque c'est difficile, c'est pas toujours évident de revenir froid en chaufferie. Ça va? Ok. Pour favoriser la condensation, alors je vous avais expliqué mardi que si on a une petite flamme dans un grand échangeur, très froide. Mais si elles sont froides, mais on aura beaucoup plus facile à faire condenser que si les fumées sont très chaudes. Donc ça veut dire que si on peut avoir un brûleur modulant qui peut développer une petite puissance, ou qui peut fonctionner avec une puissance, une gamme de puissance très large, donc je dis bien une gamme de puissance, donc un brûleur modulant, donc un brûleur classique de 100 kW. Un brûleur modulant de 100 kW, il peut peut-être moduler de 10 à 100 kW. Donc ça veut dire qu'on peut très bien fonctionner avec une puissance de 10 kW. Eh bien, s'il fonctionne avec une puissance de 10 kW, ça veut dire qu'on a une petite flamme dans une grande boîte. Et donc ça veut dire que là, on sera dans très bonnes conditions pour avoir des fumées froides, pour les condenser, pour effectivement récupérer cette chaleur liée à la condensation. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, c'était Jimmy. Avec le micro, Jimmy. Excuse-moi. J'arrive déjà au point 3 de la température de l'eau de retour, en fait l'hydraulique adaptée. Je me demandais, est-ce que ça a tout son sens, par exemple en copropriété, on change la chaufferie, on met une nouvelle chaudière à condensation, mais on fait remplacer tous les vieux radiateurs en fonte par des radiateurs actuels en tôle, on va dire. Pour aider justement à avoir une température de retour plus basse et que la chaudière condense plus. Alors, c'est clair que au plus les radiateurs sont surdimensionnés, plus la température d'eau qu'on devra injecter dans ces radiateurs pourra être basse. Et donc oui, clairement, plus on pourra condenser. Maintenant, et c'était un peu l'objectif de ce slide-ci, si une installation a été conçue pour fonctionner à haute température, donc ça c'est le schéma de gauche, et que ce bâtiment-là, on a mis des doubles vitrages, ça c'est le cas de l'Etrimo tout à l'heure, et qu'on a isolé le toit et qu'on a fait quelques petits travaux, mais il est fort possible que ce même bâtiment puisse être chauffé avec de l'eau à plus basse température qu'initialement. Et donc, rien qu'en réglant et en ajustant cette température au niveau de mon régulateur climatique, eh bien, on pourra se mettre dans des conditions plus favorables pour la condensation. Donc, il ne faut pas nécessairement changer les radiateurs. Si on le fait, c'est clair qu'on se mettra dans les meilleures conditions, mais ce n'est pas une condition indispensable. Ok. Mais dans le cas où on aurait isolé la toiture de la copropriété, il y a du double vitrage partout, on met la chaudière à condensation. Si on veut encore essayer que ça condense plus, c'est passer par les radiateurs, alors à les modifier, les remplacer. Éventuellement, mais il y a souvent un check à avoir, un contrôle à avoir au niveau de la chaufferie, parce que souvent il y a des problèmes en chaufferie au niveau de l'hydraulique de l'installation. Et ça, c'est des petits points que je voulais aborder ici maintenant, qui me paraissent quand même importants d'aborder avant de se quitter. Donc, au niveau hydraulique de l'installation, alors on voit ici une chaudière à condensation. Alors, c'est un truc qui n'est pas réaliste, un schéma qui n'est pas réaliste parce qu'on combine des choses qui ne sont généralement pas combinées. Mais chaudière à condensation qui est raccordée sur un collecteur primaire, et on voit que le collecteur primaire, ici, il est bouclé. Donc, ça veut dire que l'eau, elle tourne sur elle-même. Mais il y a beaucoup d'anciennes installations qui fonctionnent comme ça. Le collecteur primaire est bouclé, donc ça veut dire qu'on a un circulateur qui fait circuler de l'eau en chaufferie dans une boucle. Et les circuits partent de cette boucle et alimentent, par exemple, les radiateurs. Eh bien, si dans ce cas-là, on change juste la chaudière et qu'on laisse la boucle, l'eau qui revient de ma boucle, elle sera à température très proche du départ de la boucle. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on va très peu condenser, voire quasi jamais condenser. Donc ça, c'est une catastrophe de remplacer uniquement la chaudière dans le cas où j'ai ce type de boucle. Si j'ai des chaufferies avec ce qu'on appelle une bouteille casse-pression. Alors une bouteille casse-pression, c'est une espèce de tube, tuyau, dans lequel l'eau de départ est raccordée en partie supérieure et l'eau de retour raccordée en partie inférieure. Dans ces bouteilles casse-pression qui sont tout à fait ouvertes, si ce circulateur-ci
fonctionne trop fort, eh bien l'eau, elle va circuler comme ça. Donc on va faire un circuit d'eau dans la bouteille à pression et on va revenir chaud dans la chaudière. Et là, on ne va pas condenser non plus. Donc ça veut dire que si on a une bouteille casse pression, soit on la supprime, mais ce n'est pas toujours évident à supprimer d'un point de vue hydraulique, soit on régule ce circulateur-ci pour éviter que de l'eau revienne chaude dans la chaudière. C'est possible, mais il faut le faire. Donc il faut piloter ce circulateur-ci, donc il faut avoir un circulateur à vitesse variable ici, donc un circulateur électronique ici, qui soit piloté pour ne pas que de l'eau revienne chaude dans la chaudière. Il y a pas mal de chaudières neuves qui sont vendues et dont le schéma hydraulique qui est proposé par le fabricant demande une bouteille casse pression. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut un pilotage, il faut nécessairement piloter ce circulateur-ci pour éviter d'avoir des retours chauds dans la chaudière. Sinon, c'est cata. Un autre cas de figure, et ça on en a touché un mot tout à l'heure, quand j'ai un circuit de chauffage où tous mes radiateurs, toutes les vannes thermostatiques de mes radiateurs sont fermées. Je vous évite que dans ce cas-là, mon circulateur ne peut pas pousser contre un mur. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, mon circulateur, eh bien, il y a une vanne de bypass qui est prévue pour renvoyer l'eau dans le retour. Eh bien, dans ce cas-là, si on a une chaudière à condensation et que l'eau revient à la chaudière, eh bien, on ne va pas condenser non plus. Donc c'est-à-dire que quand je place une chaudière à condensation, je dois aussi veiller à supprimer tout ce qui est bypass ici. Mais pour supprimer ce bypass-là, la plupart du temps, je dois remplacer le circulateur ici et mettre un circulateur à vitesse variable qui va pouvoir ajuster le débit en fonction de l'ouverture ou non des radiateurs, des vannes des radiateurs. Donc, qui dit remplacement de chaudière, dit aussi remplacement des circulateurs de tous les circuits. Si possible, on essayera de supprimer les 23 voies aussi. Et on essayera de piloter la chaudière en température glissante, donc en fonction de la température demandée au niveau du circuit le plus demandeur. L'autre cas de figure, ça c'est un point que je n'ai pas encore illustré, c'est la 23 voies diviseuse. Mais il y a des 23 voies qui font en sorte de renvoyer automatiquement de l'eau dans la chaudière. Tout ce qui est groupe de ventilation en général, donc dès qu'il y a un groupe de ventilation, en général on a une 23 voies de ce type-ci, donc qui renvoie de l'eau chaude à la chaudière. Mais ça c'est vraiment pas top du tout au niveau condensation. Donc c'est-à-dire que cette vanne-là doit être supprimée et qu'il faut revoir le circulateur, remplacer le circulateur par un circulateur à vitesse variable, piloté de façon spécifique pour assurer le bon débit au niveau de mon groupe de ventilation. Donc vous voyez que juste remplacer une chaudière, dans beaucoup de cas, ça ne permettra pas d'arriver à une bonne condensation. Et donc on risque clairement de ne pas profiter de 10%. 10%, hein, on gagne 10% en faisant condenser, donc on risque de ne pas profiter de ces 10% de gain d'énergie. Donc ça mérite vraiment, quand on remplace une chaudière, de se mettre vraiment dans les bonnes conditions pour s'assurer que cette chaudière puisse condenser. Et donc de bien comprendre l'installation existante pour la réétudier et l'adapter éventuellement lorsqu'on place une chaudière à condensation. Donc idéalement, éviter à tout prix de placer une chaudière à condensation en urgence dans une installation existante, parce que dans la majorité des cas, ça ne condensera pas en fait. Voilà, je m'excuse, on est vraiment très court au niveau timing. J'aurais voulu discuter, aborder plein d'autres choses avec vous, évidemment. C'est toujours la balance entre ce qu'on aimerait bien dire et ce qu'on aimerait bien qu'il soit compris. Je n'ai rien oublié de vraiment essentiel par rapport à ça. Donc ça, on en a parlé, c'est la vanne thermostatique qui pousse contre un mur. Ça, c'est le bypass qui est supprimé. Ça, c'est la 23 voies diviseuse. Ça aussi. Donc ça, c'était un petit beau clap. La petite flamme dans le grand échangeur, on n'a rien loupé. Et alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a plus revu, ça c'est pas tellement nécessaire parce que c'est vraiment typiquement chaudière mazout. Ancienne génération. Peut-être un chiffre, donc une chaudière à condensation qui condense. Donc si on a une chaudière de 250 kW, elle fait 14 litres par heure de condensat. Donc c'est tout à fait linéaire, donc ça veut dire que si vous avez une chaudière de 25 kW, c'est 1,4 litres par heure.
1,4 litres par heure, c'est quand même un goutte à goutte. Hein, donc, c'est pas une goutte toutes les 5 minutes, c'est quand même un goutte à goutte un peu sérieux. Et ici, l'équivalent pour 250 kW, une chope à la minute, on imagine que c'est quand même un beau petit filet qui doit s'écouler de la chaudière pour pouvoir condenser. Voilà, je pense que on a vu l'essentiel. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu analyser les données d'un monitoring, vous montrer ce qu'on peut faire avec un monitoring de chaufferie, parce que là, clairement, et on discutait tout à l'heure, hein, les régulations étant souvent assez opaques, la seule façon qu'on peut avoir pour bien les comprendre, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est de vérifier par des mesures les températures d'eau dans les différentes parties de l'installation, dans les différents circuits. Et de voir, d'avoir une petite mesure de température intérieure aussi, pour voir comment ça se comporte à l'intérieur du bâtiment. Et quand on fait ces monitorings-là, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, c'est quand même difficile de ne pas vous le montrer, mais donc ça, c'est un monitoring donc des circuits de chauffage. Donc, on voit 3 couleurs. Chaque fois, c'est un circuit de chauffage. Donc, température d'eau envoyée dans des radiateurs. On voit que la journée, la température d'eau est plus élevée que la nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution de température d'eau la nuit. Et on voit, ça c'est la zone orangée, on voit le week-end qu'on est en température nuit, circulation d'eau en mode nuit. Et pour vous montrer au niveau température intérieure, donc c'est la même période, la température dans les différentes zones du bâtiment, et on voit qu'à l'intérieur des bureaux, on ne descend jamais en dessous de 21 degrés. Donc malgré le fait qu'on abaisse la température la nuit, bien on ne descend jamais dans les bureaux en dessous de 21 degrés. Et on est même toujours quasi à plus de 22. Donc on est passé par là, c'était dans le cadre d'un audit. Je reviens au slide avant. On a reprogrammé une coupure la nuit. Donc on a demandé à ce que le chauffage soit coupé la nuit. Et donc je reviens ici sur ma petite molette. Mais ici c'est tourné un bouton. Hein. Voilà, j'ai tourné un bouton ici sur mon régulateur. Je coupe le chauffage la nuit. Et globalement, je diminue un peu les courbes de chauffe et j'arrive à ce schéma-ci. Donc, ça veut dire que la nuit, ma température d'eau diminue jusqu'à température ambiante chaufferie. Le matin, je relance et j'ai une température d'eau qui évolue au fil de la journée. On voit que la température diminue au fil de la journée. Ben oui, ma température extérieure monte. Donc, si ma température extérieure monte, ma température d'eau diminue. S'il fait plus chaud dehors, j'ai moins de besoin, donc je peux diminuer ma température d'eau. Et on voit que le week-end, alors ici, c'est un peu particulier parce que le week-end, il a gelé. Et donc, quand il gèle, il y a un mode précaution par rapport au gel. Donc, on envoie quand même, quand il gèle, on envoie quand même de l'eau dans l'installation. S'il n'avait pas gelé ce week-end-là, on serait resté à 20 degrés en chaufferie sur tous les tuyaux tout le week-end. Donc, on aurait gaspillé, on aurait perdu 0 kWh de tout le week-end. Et je dirais, on aurait pu le détecter en analysant les paramètres de la régulation, mais on le visualise beaucoup plus clairement et beaucoup plus efficacement en faisant le monitoring. Donc, pour moi, le monitoring est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Combien ça coûte? Ça coûte quelques sondes de température. Donc ici, avec 3 sondes de départ, on a pu faire le monitoring des départs de 3 circuits, et 3 petites sondes de température intérieure pour les 3 zones desservies par ces 3 circuits. Et avec ça, on peut déjà faire un monitoring de base, je veux dire. Donc avec du matériel pour peut-être 300 € de matériel, on peut faire vite quelques centaines d'euros d'économie par an pour un bâtiment de petite taille. Donc ça peut, pour moi, c'est vraiment clairement intéressant. Si vous avez un parc de bâtiments à gérer, investissez dans du matériel comme ça, ça vaut vraiment la peine. Voilà, on a dépassé un peu au niveau timing. Moi, je reste un peu disponible au niveau questions. Merci en tout cas. Je m'excuse par rapport à cela. C'était un peu... Voilà, c'était un peu... Je pense que les gens trouvaient ça intéressant, sont restés, donc c'est très bien. J'en profite pour rappeler qu'évidemment, dans tout ça, on peut encore vous aider avec l'équipe énergie de Bruxéo, avec le soutien de l'ICET, pour toute question niveau énergie et pour vous aider dans tous vos régulations de chaufferie, etc. On est disponible, donc n'hésitez pas à nous contacter à ce niveau-là. De fait, dans le cadre du check-up chaufferie que l'on fait dans le cadre de Bruxéo, on va placer les sondes et on fait ce travail-là, en fait. Hein, donc ouais.
c'est ça. On va vraiment regarder et comprendre comment ça fonctionne et vous aider à optimiser et à vous faire comprendre comment optimiser, comment diminuer, quels paramètres diminuer pour arriver à une situation plus économe. Donc on peut faire ça. Oui. Et aussi pour le placement de chaudière à condensation, quel point d'attention il faut avoir, etc. Donc tout ce que Pierre a couvert aujourd'hui, on peut vous offrir des services à ce niveau-là. Gratuitement. Gratuitement, voilà. Et j'en profite aussi pour faire un dernier appel au niveau du questionnaire d'évaluation. Ça nous aide pour nous améliorer par la suite. Donc, si vous prenez 5 minutes pour nous, ce serait super. Oui, d'autant que c'est la première formation en ligne comme ça qu'on fait. Donc, je pense que vos retours sont vraiment précieux. Est-ce que c'est supportable? Là, je viens de faire 2 heures d'affilée sans pause. Est-ce que c'est supportable ou pas? Est-ce que les claps sont suffisants ou pas pour changer un peu l'attention et vous faire réfléchir? Est-ce qu'il en faudrait plus? Enfin, toutes les choses comme ça nous intéresserait vraiment plus. On a pensé aussi faire des petits films, donc d'aller en chaufferie et de faire des petits films. Est-ce que vous pensez que ça pourrait... C'est pas évident à gérer, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être un plus? Plein de petites choses comme ça, toutes vos remarques sont les bienvenues. Je vois qu'il y a des mains levées, donc je vous laisse là. Si pas des films, au moins quelques photos. Et en plus de ça, à propos du monitoring, j'ai plusieurs photos qu'on a faites parce que nous avons une caméra thermique. Donc des photos que nous avons faites avant les travaux, pendant les travaux et après travaux, et le monitoring. Donc, c'est ça, j'ai des chaufferies tout à fait neuves et récentes, et puis j'en ai qui ont 30 ou 40 ans. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a moyen de faire des choses. Cela dit, je trouve que appelons ça webinaire, hein, j'aime pas trop ce mot, mais enfin bon voilà, était tout à fait intéressant et très bien fait. Et